Ah non. Salut à tous. Purple Moustache, salut les Airpeurs, si vous êtes prêts. Bonsoir à tous. On est de retour, alors si vous êtes prêts à vous poiler et à apprendre plein de trucs cool, c'est parti C'est ce soir. pour 1h30 de live en folie. Et ce soir ça va être chaud parce qu'on n'est pas tout seul, je vous le dis, on est venu en force. Donc on a va... un sacré guest ce soir. On a un super guest. Et je pense que si vous avez vu les teasers, vous savez qui c'est. Donc on va arrêter de faire comme si c'était genre une super surprise. Mais donc on va commencer tout de suite avec le Herb Market. Et le désert bedding. Et le désert bedding. Ce soir, nous allons parler d'un produit qui est assez nouveau sur le marché, qui est fabriqué par nos amis de Lucky Reptile, ici présents, qui sponsorisent ce show Merci Luc Reptile. et qui ont participé plus que violemment à cet épisode, puisque vous le savez, enfin pour ceux qui nous ont suivis sur le teaser, on a fait un grand concours Un grand jeu concours. où vous ouais. pouvez gagner votre poids en désert bedding. Et je peux vous dire que c'est Que ça pèse. heavy. Rien n'est plus beau dans la vie qu'une belle paire de muscles. Montez au biceps. Donc voilà le désert bedding, comment ça se passe. Alors le gagnant du concours ce soir va gagner son poids et celui de son animal en désert bedding. Si c'est pas Grâce un à la cadeau photo que d'enfer. vous avez posté sur les réseaux. Exactement, Airsoft se fout pas de ta gueule. Donc tu vois, c'est bien que tu aies participé et que tu aies mis ta photo et celle de ton animal. Donc, tiens Dimitri, tiens-moi ça s'il te plaît. Ça, c'est une petite nature. Donc Oh, ça voilà, va, ça va. alors on va vous présenter ce substrat qui est vraiment super pertinent pour les terrariums arides, les terrariums de type déserticole. Donc c'est vrai qu'on a l'habitude de... Pourquoi tout le monde se marre là? Arrêtez de vous marrer. Donc on a eu l'habitude jusqu'à présent, parfois à tort, d'utiliser du sable. On va vous expliquer pourquoi ce n'est pas forcément pertinent d'utiliser du sable. Parce qu'il y a assez peu de reptiles finalement qui vivent dans le sable. Et qu'en terrarium, le sable peut avoir des inconvénients assez importants. Comme par exemple le fait de créer des occlusions quand les animaux en absorbent. Soit en attaquant des proies ou en mangeant de la nourriture. Soit simplement, c'est le cas des gécoléopards par exemple, l'animal de ce soir, hein, qui peut en absorber parce qu'il a envie d'absorber des matières minérales. Donc, et ça peut créer des occlusions, on en parlera un peu plus loin. Donc le désert bedding, ça peut ressembler à du sable, mais ce n'en est pas. C'est de la terre plutôt argileuse. Donc en fait, le principe de la terre argileuse, et ce qui est excellent, c'est que, comme vous pouvez le voir sur ces images, quand ma charmante assistante va zoomer, Camera woman. Camera Woman, elle est chouette en plus si vous la voyez, vraiment jolie. Hein. En Et, hein. ouais, ça va toi. Et donc vous voyez, je peux faire carrément des formes avec. Donc en fait, quand vous le sortez du sac, il est plutôt humide. Et avec la chaleur du terrarium, il va sécher en surface et rester humide en profondeur. Exactement comme ça se passe dans la nature. Donc l'avantage de cette terre argileuse, c'est qu'elle donne pas tellement envie aux lézards, et même absolument pas envie aux lézards de la manger. Et que si vous en mettez une certaine épaisseur, vous pouvez carrément modeler des reliefs qui vont tenir et voire éventuellement faire des grottes dans lesquelles les animaux peuvent s'enfuir ou eux-mêmes vont les creuser. Donc c'est vraiment un substrat qui est assez pertinent, qu'on aime beaucoup et qui existe en plus en 3 couleurs. Donc là c'était la couleur Golden Yellow que je vous ai montré avec mes petits doigts boudinés. Ici, nous avons la couleur Outback, donc comme l'Outback australien, pour ceux qui veulent faire des terrariums orientés Australie, comme par exemple pour un Pogona ou un Varan Acanthurus, par exemple, un Varan à queue épineuse. Et là, il y a ce qu'on appelle le Nature Brown, donc le brun naturel, voilà, qui est une couleur vraiment type terre naturelle. Donc c'est vraiment un substrat excellent qu'on utilise de plus en plus. Et qui est une excellente alternative pour les terrariums déserticoles où jusqu'à présent on pouvait mettre en toute sécurité du Lita Aspen par exemple, donc sur un substrat de peuplier, de peuplier, exactement, désolé, hein, c'est l'émotion. Donc en toute petite granulométrie, ce substrat il a l'avantage d'être absolument dépoussiéré
et d'absorber 450% de son poids en liquide. Donc c'est absorbant, c'est dépoussiéré, c'est une très fine granulométrie. Donc il y a beaucoup d'éleveurs de geckos léopards et d'autres lézards type pogona et tout ça qui utilisent ce substrat. Et il est léger, donc on a des grands terrariums, ça pèse pas lourd, ça c'est un avantage aussi parfois quand on a une structure, un meuble qui est pas forcément capable de soutenir des centaines de kilos. Et c'est pas cher, ça se remplace facilement, on peut faire du spot cleaning, c'est-à-dire enlever juste la crotte à l'endroit où la crotte. Au niveau de Voilà, la ça déjection de s'agglomère. l'animal. C'est un peu comme une litière pour chat quelque part. Et donc c'est un excellent substrat, mais il y a des gens qui ont envie d'avoir quelque chose qui a un aspect un peu plus naturel. Et donc maintenant le desert bedding vous offre une solution, une alternative vraiment excellente. Donc j'ai fait un petit rappel ici, je vous montre ce substrat, c'est de l'éclat de hêtre. Surtout, ne l'utilisez pas. À la base, c'est fait pour fumer du jambon ou du saumon. C'est pour ça que vous avez du saumon. Fait pour fumer nos reptiles. Voilà, c'est du saumon fumé au hêtre. Ça vient de là. Et en fait, à l'époque, comme il n'y avait rien pour la terrariophilie, certains éleveurs ou terrariophiles ont commencé à utiliser ce substrat. Et en fait, moi aussi, à l'époque, j'ai pu l'utiliser. Donc, je peux vous dire qu'il est absolument pas adapté. Pourquoi ? Parce que il est absolument pas absorbant, donc ça n'absorbe pas les urines, rien du tout. Il est en plus souvent très poussiéreux. En plus de ça, dès qu'il est au contact de l'eau, à l'humidité, il moisit très très vite. Donc en gros, il a aucune propriété intéressante pour un substrat. Et malheureusement, le comble du truc, c'est que si votre gecko ou votre pogona en avale, et ça peut arriver, ou même votre python Rhésus, parce que je sais que ce substrat est vendu dans beaucoup d'animaleries partout et jardineries comme étant un substrat pour les reptiles. Donc je déconseille absolument. S'ils en avalent, c'est l'occlusion directe. Donc si vous avez le temps de l'emmener chez le vétérinaire, votre reptile va peut-être survivre si vous avez un bon veto. Sinon, il va mourir. Donc voilà. Donc je vous déconseille les éclats de hêtre absolument. Donc si vous avez un terrarium sec, c'est soit du lita aspen si vous voulez une litière végétale, si vous voulez une litière minérale. Donc je vous conseille vivement le desert bedding de Lucky Reptile. Et donc à la fin de l'émission, il y a un heureux herpeur qui a participé vaillamment à notre concours et on vous remercie Merci tous beaucoup pour votre parce que participation. voilà, à vous tous. avez énormément participé, c'était super. Ça nous a fait plaisir. On n'a pas mis ces beaux pantalons léopards pour rien. On les sort normalement que le samedi soir quand on va s'éclater en boîte. mais vraiment. Hey V, yeah. En privé. Quoi. Voilà, ouais, ou entre potes. Mais là, voilà. Donc, c'était le desert bedding de Lucky Reptile et restez jusqu'au bout de l'émission parce que on va pouvoir annoncer le nom du gagnant. Mais où est mon sac Mon sac. de desert bedding? Bah, tu me l'as passé. Ah ouais, d'accord. Je te le Ah redonne. mais voilà, oh, mon sac, vas-y toi. Donc voilà, le desert bedding. Donc vous pouvez le retrouver sur notre site, vous pourrez le retrouver dans notre boutique. Et donc n'hésitez pas à vous renseigner sur ce substrat qui est vraiment très intéressant. Voilà. Hop. Tout le monde est toujours vivant, cool. Parfait, ça va toi? Ouais, ça va. Bon, cool. Bien. Ouais, bien. Tranquille, Ah, à l'aise. Ah très bien, d'accord. Ça te va bien, Bien Fred, habillé et tout. Non, franchement. Putain, je me rappelle un booké- excellent groupe booké à fond. de métal français, tu sais, locomotive. Ah ouais, je vois qui c'est. voilà. Je chante en espagnol. Exactement. Donc on passe à notre prochaine rubrique, le Herb of the Month. Et comme vous l'avez vu, mets tes pieds avec lui. Je suis pas assez souple moi. Allez, vas-y. Allez. Putain, mais qui c'est le vieux? Normalement, c'est censé être moi le Mais vieux. ouais, j'ai fait beaucoup de Bon, sport. on fait une croix Attends, alors, attends, la attends. croix. Eh, léopard. Donc, si on a mis ces C'est belles le tenues, thème du soir. c'est pour vous présenter ce lézard totalement phénoménal, cette grande star de la terrariophilie, qui est le gecko léopard. Et donc on va vous présenter cet animal et vous avez de la chance parce que ce soir, pour nous aider à vous le présenter, on a un invité de marque, donc un grand monsieur de la terrariophilie française. On a la chance d'avoir comme voisin chez Reptiline, donc ça c'est cool, Ouais. qui vient souvent Et nous qui vient rendre nous voir visite. régulièrement, ouais. Il a activement participé à le développement de la terrariophilie en France, je peux vous le dire. On va accueillir Monsieur Philippe Gérard. Yeah! Tu peux venir, vas-y, n'aie pas peur. Yeah! Salut Philippe. Ça va? Salut Philippe. N'aie pas peur, tu peux aussi lui faire la bise. Il n'est pas transsexuel malgré ses vêtements. Oui, Maintenant, malgré je ce te que peux- disent les gens sur Voilà, Facebook. ses vêtements, voilà. Alors voilà, on est trois maintenant, les gars, pour vous parler du gecko léopard. Donc,
avant de commencer sur les geckos léopards, pour ceux qui seraient nouveaux dans la terrariophilie et qui ne connaissent pas encore Philippe Gérard a été le premier à faire une collection de livres en français sur les reptiles à l'époque où il n'y avait absolument rien. C'est un terrariophile de longue date. C'est un passionné d'animaux en général, hein, puisque vous allez le voir, il n'a pas qu'une seule casquette, hein, il en a plusieurs. Et un passionné de reptiles, un éleveur de longue date. Et surtout, à un moment, il s'est vraiment investi pour développer notre milieu en France à l'époque, quand il n'y avait encore rien, en développant la première collection en français sur les reptiles en bouquin. Voilà, c'était les débuts, c'était en 97, c'était la toute première collection francophone. Voilà, en 97, c'était la première fois que quelqu'un se lançait dans la grande aventure à la fois de l'édition, puisque tu es aussi éditeur. Ah bah oui, c'était une action d'édition, donc il fallait trouver quelqu'un de suffisamment fêlé ou d'inconscient pour se lancer, consacrer une collection entière sur ces bestioles-là, alors que personne n'y croyait à l'époque. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce à Internet, grâce à tout ce qui s'est passé dans notre milieu de la terrariophilie, l'élevage, etc., c'est vrai qu'aujourd'hui, ceux qui découvrent la terrariophilie en 2019 ne peuvent pas se rendre compte. J'ai pas envie qu'on se mette à parler comme des vieux boucaques, des vieux cons, mais on va... Non, je suis là, les gars. Ouais, Je non, c'est vrai. redescends un peu Ouais, la ouais. Ça va mieux, là. Voilà, et lui c'est un faux vieux. Mais mais c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas internet, où c'était vraiment les prémices, il y avait très peu de littérature en français, le marché il y avait peu de gamme, il y avait peu de matériel, il y avait peu de vendeurs, il y avait vraiment, on était vraiment au début, et Philippe a été le pionnier en matière d'édition en français, c'était un sacré pari. C'est un gros pari, ouais, effectivement. Je me suis fait très très peu au début, et puis finalement, la passion aidant, ça a fonctionné. Exactement, et en plus tu étais aidé par quelque part aussi ton métier de l'époque. Ah bah oui, de toute façon, tout ce qui s'est mis en place après, c'était une succession de... finalement, Qu'est-ce qui t'a amené en fait à partir là-dedans en fait? La passion. Ta passion? Ah, la passion, de toute façon, j'ai toujours été un fêlé d'animaux tout petit déjà, comme disait Coluche. Donc ça remonte à loin, c'était dans les années 70. Voilà, merci. Et puis, j'avais un métier de juriste et d'entreprise très sérieux, ça me permettait de savoir monter une boîte et puis... Aussi d'écrire. Et puis, oui, l'écriture, effectivement, bon, il y a les plumes. Et puis, c'était ma passion d'éleveur depuis tout petit aussi, qui me permettait d'avoir de la matière éditoriale. Parce que c'est une chose de savoir écrire, il faut encore savoir... de quoi mettre Ouais, de quoi parler, ouais. Voilà. Bien sûr. Or, les bestioles en question, je les élevais depuis... j'avais 8 ans, donc c'était en 69, mes amis. Voilà. C'est Papy Philippe, vous pouvez l'appeler Papy Philippe si vous êtes des salauds. Et, et en plus, comme tu étais à l'époque, on va dire, on était tous une petite bande, hein, la terrariophilie c'est un petit monde, mais à l'époque c'était encore plus un petit monde. Il y avait Karim de la ferme tropicale, il y avait Philippe, il y avait moi, il y en avait d'autres, il y avait Stéphane Rossel, etc. Quelque part on se connaissait un peu tous. C'était le noyau dur en fait. Voilà. Les pionniers de la terrario. En France. Et donc tu as contacté toutes ces personnes en fait pour t'aider à développer ta collection. Oui, et réciproquement aussi j'avais été contacté pour lancer une collection parce que notamment Karim à l'époque m'avait dit écoute, c'est emmerdant, on n'a aucune documentation en français, on envoie les bestioles au casse-pied parce que les gens n'ont pas les informations pour pouvoir les élever correctement. Moi j'ai pas envie de vendre des bestioles pour qu'elles claquent dans les mois qui suivent. Donc, est-ce que tu voudrais pas lancer un truc? Alors, j'avais commencé à écrire des articles dans les tout premiers magazines qui avaient paru de façon un peu éphémère. C'était bien avant Reptile Mag. Oui, c'est vrai, il y avait un magazine à l'époque, c'était Terrario. Terrariophilie. Voilà, c'est un magazine qui a été assez éphémère. Ouais, il a duré, ça a dû faire 2-3 numéros à peine. Enfin, en quelque sorte, c'était. Oui, c'était le départ. La mèche était allumée en quelque sorte. Super. Et puis voilà, donc j'écrivais tout de suite dès le premier numéro et Karim m'a dit bon, écoute, t'as une plume, tu sais écrire, tu connais le sujet, est-ce que tu voudrais pas nous faire un truc pour justement que les Français aient enfin de la doc? Et c'est comme ça que les petits bouquins. Voilà, les bouquins, voilà, et qui étaient un peu calqués quelque part sur les petits bouquins qu'on pouvait trouver aux États-Unis, la collection de Philippe de Vaujoli, qui s'appelait aussi Philippe, étonnamment. Et Philippe de Vaujoli, qui est un Français, en fait, je vous en ai déjà parlé,
dans l'émission, qui a immigré aux États-Unis dans les années 70-80, je pense, qui était un fou furieux de reptiles aussi et qui a fait sa carrière de reptile là-bas et qui avait fait une collection aussi et un magazine qui s'appelait Vivarium qui était excellent. Une collection de bouquins sur ce format, des bouquins de petits volumes qui étaient faciles à lire et pas trop chers pour justement qu'ils soient abordables par tous. Oui, ça c'est très important parce que c'était un des éléments clés qui a guidé ma collection. Je voulais surtout pas faire une sélection par le fric, c'est-à-dire je voulais que tous les terrariophiles, même un gamin ayant peu de moyens, puissent avoir de la dot pour pouvoir aller correctement sur la bestiole. C'était super et c'est vrai que ça permettait d'avoir vraiment toutes les informations les principales, les plus importantes dans un bouquin d'un format pratique et aussi commercialement avec un prix qui était abordable par tous. Donc ça c'était super, c'était assez révolutionnaire puisque à l'époque le peu de bouquins qui existaient en français c'était déjà assez compliqué à lire. Je veux dire, il y avait pas mal, c'était pas écrit à l'époque simplement. Le guide du terrarium de la chose était un pavé qui avait le mérite d'exister, qui comptait plein d'informations, mais évidemment qui sont devenues assez vite obsolètes, forcément. Évidemment. Et bon, voilà, je rappelle encore parce que c'est vrai que ça s'est passé tellement vite. À la fois, c'était il n'y a pas longtemps. Et aujourd'hui, on a l'impression que voilà, on parle d'un truc qui s'est passé il y a 60 ans. En fait, pas du tout. Ça, c'est à cause d'Internet, parce qu'Internet, ça a été un tel accélérateur au niveau des connaissances, au niveau des contacts entre les gens et des échanges, voilà, avec les forums, les Facebook, même le fait de voir le travail en vidéo ou en photo d'autres éleveurs, même au-delà de l'Atlantique et tout ça. Donc voilà, mais en tout cas, la base, c'était ça, et ça nous a bien aidé. Et surtout, Philippe, tu as collaboré avec énormément d'autres passionnés et spécialistes, puisque là, donc, on voit ton livre dont on va reparler sur les gécoléopards, c'est le sujet de ce soir, donc vous inquiétez pas, on va y arriver. Donc celui-là, tu l'as écrit toi-même, tout seul, mais après, tu as fait des collaborations, des collabs, comme on dit maintenant, avec des grands noms de la terrariophilie et de la médecine vétérinaire sur la reptile. Donc, on avait déjà présenté dans cette émission le Halo Veto avec Lionel. Oui, avec Lionel, on a enseigné d'ailleurs ensemble à l'école Veto d'Alfort. Voilà. Donc en fait, comment ça s'est passé un petit peu votre rencontre en fait, comment ça s'est passé la naissance de Halo Veto? Halo Veto, en fait, Lionel connaissait la collection un petit peu. Il m'a dit, écoute, j'aimerais bien écrire pour toi, est-ce que tu voudrais pas qu'on fasse un livre sur le thème questions-réponses parmi les questions les plus courantes que je vois en consultation. C'est comme ça qu'a été bâti Halo Veto, justement. En fait, c'était un bouquin qui collait au terrain. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est de servir au maximum pour les terrariophiles. Tout à fait, parce qu'à l'époque, moi j'avais acheté quelques bouquins de médecine vétérinaire sur les reptiles qui étaient en anglais d'ailleurs, mais qui étaient des trucs énormes comme ça qui valaient 2000 francs à l'époque, pardon, donc l'équivalent de 300 € aujourd'hui. Et qui était très compliqué en fait. Si tu n'étais pas vétérinaire, tu avais un peu du mal à t'en sortir. Tu étais content parce que tu avais ton bouquin, tu te l'as pété, mais en même temps, tu vois, des fois, wow, tu comprenais rien en fait. Et grâce à ça c'était quelque chose de pratique et de simplifié pour que tout le monde puisse le comprendre. Surtout que Lionel est très bon pour arriver à rendre quelque chose de compliqué très simple et très abordable à tous. Ah oui, pour ça il est extraordinaire, il a un talent de communicant, qui est pédagogue. Voilà, il est très pédagogue. Tout en étant très pointu. Donc voilà, donc ça a été un super bouquin. Il y a aussi les collabs avec notre ami Jean-Michel Verdez. Avec les deux. Voilà, les deux bouquins et les seuls, quasiment les seuls bouquins en français sur les mygales, même aujourd'hui, non? Il y a une petite monographie un peu calquée là-dessus chez Animalia. Mais sur Brachypelma smithy, c'est pas sur les mygales en général, c'est une espèce. Donc c'est les deux seuls. Voilà, donc c'est écrit par Jean-Michel en collaboration avec Jean-Michel Verdez, donc Jean-Michel qu'on salue, qui est un gros fan de et un grand monsieur de la mygale. Moi j'étais déjà fan de Jean-Michel en 1993 quand il était au GEA et tout ça. C'est un mec en or, c'est grâce à lui d'ailleurs que j'ai rencontré Stéphane. Il a pas mal bouleversé ma vie et tout ça, et je le salue, je l'embrasse très fort parce que c'est un mec extra. Si vous avez l'occasion de le rencontrer, allez lui parler, c'est vraiment un mec bien. Bon, il a des t-shirts de black metal, il a mauvais goût en musique, bon, c'est pas grave. Mais il est excellent. Je rigole, hein. Le black metal, c'est bien aussi.
Donc après, il y a eu d'autres collabs avec Charlie Merminaud, par exemple, donc pour les batraciens, donc tout ce qui est d'Androbat, Charlie qui est un excellent éleveur suisse. Oui, absolument, il est de l'autre côté de la frontière et c'est un spécialiste des dendrobates. Voilà. C'est lui qui m'a fait cet ouvrage. En tout, sur cette petite collection, il y a 25 titres. C'est énorme. Certains sont épuisés, d'autres continuent à exister. Par exemple, celui-là continue. Il y a les tortues méditerranéennes. Voilà, tu peux montrer avec Jérôme Marant d'ailleurs, notre ami Jérôme Marant qu'on salue, aussi un grand spécialiste des tortues, un mec vraiment super sympa. Qui a fait 3 ouvrages d'ailleurs sur les tortues. Il a fait les tortues terrestres, il a fait les tortues aquatiques et les tortues méditerranéennes. D'accord. En fait, il y a eu 3 titres dans la collection. C'est ça. Et à l'époque, si je ne m'abuse, il travaillait à Cupulata. Absolument. Si je dis pas de Tout à fait. Oui, on a écrit et fait tout ça ensemble à son époque d'Acupulata, avant qu'il monte le refuge des tortues. Et puis donc après, tu as aussi diversifié tes activités. Ben oui, parce qu'en fait, j'ai une passion animalière au sens large, donc évidemment les reptiles. Comme on l'a tous. Comme on a tous. Ouais. Donc c'est vrai que les reptiles, ça a toujours occupé une place privilégiée, à la fois professionnelle et dans mon cœur. À titre perso, je les gestionne. Bon, vous savez tous, vous me voyez débouler toutes les semaines pour ça. Bon, ça on ne change pas. Mais ça fait plaisir surtout de voir des gens qui ont continué à être passionnés comme ça, parce que bah voilà, les animaux. Tu aurais pu arrêter d'avoir des reptiles chez toi, mais en fait tu as continué avec toujours la même passion et c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour toi, c'est parce que voilà, tu fais toujours tes terrariums, y a pas, c'est de la pure passion, il n'y a pas de but lucratif ni rien du tout, c'est vraiment juste de l'observation, on sent que t'aimes et t'achètes que des animaux bien spécifiques et on en parlera après, des choses que t'aimes bien en serpent, en lézard, etc. Et tu élèves toujours des geckos léopards, le thème d'aujourd'hui, depuis donc maintenant très longtemps. Oui, plus de 20 ans maintenant. Voilà. Donc, alors, il y a ta passion animalière. Passion animalière au sens large, donc il y a aussi les chiens, donc ça a été une grosse activité. Donc j'ai écrit des monographies, dont une qui a été traduite par exemple en allemand sur le berger blanc. C'était là aussi le premier titre qui a été fait sur la race. Donc j'ai fait le berger blanc et le berger australien, c'était les 2 premières monographies en français sur ces races. Et en allemand aussi alors? Alors nous au départ c'était en français, ça a été retraduit en allemand quoi. Tout à fait. Der Schlübenfakesün. Et pour les amis de Multireptile qui sont allemands. Voilà. Absolument. Et alors, toujours sur les chiens, j'ai aussi une autre casquette, celle des traducteurs. Traducteur, voilà. Alors ça, dans cette collection-là, j'avais traduit différents titres. 6 au total, dont le boxer. D'accord, le boxer. Ouais. Et donc, je vois qui sort chez Animalia Édition. Voilà, alors c'était une collection qui est maintenant épuisée. Maintenant, elle a eu son heure de gloire. Donc, mais Animalia Édition, donc notre ami Diré Galin, qui est donc le créateur de Reptile Mag. Oui, parce que j'ai aussi une 3e casquette, on y arrive, ce qui est celle d'auteur. C'est-à-dire que j'ai édité mes propres bouquins, mais aussi j'ai écrit pour les autres. Donc, par exemple, chez Animalia, j'ai écrit sur les reptiles, donc comme toi j'ai participé à l'Atlas Lézard et l'Atlas. Ça c'est vrai, oui. On a fait partie du staff. Hein, Philippe a fait partie de l'équipe. Il faut le dire. Faut le dire. Et puis j'ai ma 3e grande passion qui est maintenant une grosse partie de mon activité professionnelle. Ah oui, je suis devenu horse whisperer. Je ne sais pas si vous avez vu l'homme qui murmure à l'oreille des chevaux. Et voilà. sur les chevaux. Voilà, donc il est chuchoteur, ce qu'on appelle en français. Donc, en fait, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'un chuchoteur? Un chuchoteur, c'est une sorte de médiateur, c'est un psy pour les chevaux, mais en fait, c'est plutôt un boulot de conseiller conjugal. En fait. C'est-à-dire que quand il y a un problème dans le couple cheval-cavalier, je fais en sorte que la communication passe. Voilà, donc en fait, c'est de l'éthologie, de l'étude du comportement, mais équin. Voilà, absolument. Voilà. Et ce qui est assez rigolo, puisque quand on s'est rencontrés il y a très longtemps avec Philippe, moi j'étais un professionnel du cheval. Et lui était un professionnel de l'édition dans le reptile, etc. et juriste. Et maintenant, il est devenu un professionnel du cheval et moi je suis devenu un professionnel du reptile, je ne monte plus à cheval. Donc on a échangé les rôles. Les rôles c'est assez marrant, mais comme quoi des passions communes et des intérêts communs. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Quoi. Et puis il y a des passerelles. Il y a des passerelles parce que là, bon, évidemment, je suis dans le sujet éthologique jusqu'au cou, au quotidien, mais je m'aperçois qu'il y a plein de notions de comportement qu'on peut et qu'on doit creuser aussi vis-à-vis des reptiles, parce que je suis sûr qu'on est passé à côté de plein de trucs. Ça, on n'arrête pas de le dire, chez Reptiline, on est à fond là-dessus, sur l'éthologie chez les reptiles, les serpents, voilà. Pour bien montrer aux gens que les reptiles, c'est pas des sous-animaux, ils sont intelligents, ils sont capables d'entendre, de vous reconnaître, de vous sentir, d'avoir des prises de confiance avec vous, des affinités plus ou moins importantes avec des personnes et tout ça. C'est pas juste des bêtes tubes de caoutchouc avec 4 pattes ou pas de pattes.
qui mangent et qui font caca. Donc voilà, c'est un peu, j'espère, le départ de la nouvelle ère en fait de la thériophilie où on va prendre aussi en compte, jusqu'à présent on a pris en compte le bien-être physique, on va dire, et physiologique de l'animal. Et là, c'est essayer de prendre en compte aussi le bien-être psychologique de l'animal en captivité parce que ils en ont besoin énormément aussi, quoi. C'est très important. Oui, c'est d'ailleurs la notion d'enrichissement du milieu qui était déjà très connue dans les milieux de zoo. Tout à fait. Même maintenant, chez les particuliers, on est en train de découvrir l'importance de tout ça. Voilà, d'enrichir le truc. Donc on va revenir, puisque vous le voyez, on a de la chance ce soir, on a Philippe Gérard et on a Dimitri aussi qui est un éleveur de geckos léopards. Il ne faut pas l'oublier, il a l'air d'avoir un chiffon autour de la tête, mais en même temps, il élève aussi des geckos léopards. C'est pour ça que quand il est dans sa pièce, il a toujours ce pantalon. Hein, là, en fait, il est comme s'il était à la maison. De travail à la maison. Voilà, c'est comme quand il est dans sa pièce d'élevage à la maison. Donc on va parler du gecko léopard et il y a de quoi dire parce que c'est un sacré animal qui est devenu un véritable phénomène en une vingtaine d'années, peut-être plus maintenant, je ne me rends pas compte. Depuis quand Philippe il est en captivité le gecko léopard? En fait, une bonne trentaine d'années. Une bonne trentaine d'années, oui, mais il a véritablement explosé depuis 20 ans. Ouais, voilà, depuis 20 ans, un petit peu comme le python Rhésus avec l'arrivée des morphes en fait. C'est ça. Oui, comme avec le promenade dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure, sauf qu'il y en a beaucoup plus. Donc en fait, le gecko léopard, le nom scientifique du gecko léopard c'est Eublepharus macularius. Donc ce nom il signifie des choses. Donc Eublepharis, déjà le nom du genre. Donc il vient du grec qui veut dire vrai et blepharis qui veut dire paupière. Donc parce que c'est la famille, en fait il fait partie de la famille des Eublepharidés. Donc des geckos à paupières. C'est ça que ça veut dire. Donc ensuite macularius, eh bien évidemment pour ceux qui ont déjà vu un gecko léopard parce qu'il a des taches, donc ça veut dire maculé, ça veut dire avec des taches. Voilà, donc le nom n'a pas été choisi par hasard. Donc ce qui le différencie les Eublepharidés des autres familles de geckos, c'est 1, des paupières mobiles et 2, l'absence de lamelles en fait subdigitales en fait collantes. Donc les geckos léopards ne peuvent pas grimper sur des surfaces lisses. Ils ont des petites pattes greffues qui leur permettent de grimper sur des surfaces rugueuses, mais pas sur des surfaces lisses. Comme par exemple le string léopard de notre ami Dimitri, qui est particulièrement rugueuse, surtout en fin de soirée. Et donc, c'est un lézard qui est terrestre. Alors pendant que, parce que c'est nul quand il n'y a pas d'animaux et qu'il y a juste le tableau. C'est vrai qu'on aime les animaux. Ben oui, regarde. Vas-y, prends-en un. Passe-lui, passe à ton voisin. Hop, alors celui-là, en plus celui-là c'est cool, il a une queue de repousse. Et on va pouvoir expliquer ça. Et moi je prendrai celui-là. Il y en a d'autres encore. Hop. Tiens, et on a... Où est passé notre assistant léopard? Tac. Alors voilà. Donc, hop, ici, alors j'aimerais bien en avoir un. Donc c'est un petit lézard que l'on trouve, qui est terrestre et crépusculaire, que l'on trouve, donc je vous ai ramené la carte, vous allez voir uniquement en Afghanistan, Afghanistan oriental et au Pakistan jusqu'à l'Inde du Nord. Alors pour bien vous illustrer le truc, parce que je sais que certains d'entre vous, petits salopards, sont nuls en géographie, bravo. Donc ce soir, vous le serez moins. Voici le planisphère. Voici le monde. Voici le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et cette zone ici représente l'Afghanistan, le Pakistan et vous voyez le nord de l'Inde. Bon, là, ne prêtez pas attention à ici parce que c'est la Chine et il n'en a pas en Chine. Non. Voilà. C'est une autre espèce. C'est une autre espèce qui est en Chine. Mais j'ai débordé, c'était pour que vous voyez bien où c'était, la zone quoi. The zone. Zone it. Et donc voilà, Afghanistan, Pakistan et le nord de l'Inde. Donc il vit dans des steppes arides et semi-arides et dans le nord de l'Inde, c'est des forêts tropicales sèches. Absolument. Voilà. Et donc c'est un petit gecko qui est terrestre, il fait adulte, vous le voyez, entre 20 et 25 cm.
Donc les mâles, il y a des mâles et des femelles, bien sûr. Donc Philippe pourra vous expliquer très exactement comment on fait la différence entre les deux, parce que ça c'est super intéressant. Et donc il faut savoir qu'ils vivent en harem, c'est-à-dire qu'il y a un mâle dominant avec plusieurs femelles, même dans la nature. C'est une chose qu'on réplique en captivité, surtout les gens qui font de la reproduction, mais ça a quand même un intérêt. Il faut savoir que voilà, c'est très important pour les femelles, on va expliquer pourquoi. Mais donc dans la nature, il y a un mâle avec plusieurs femelles qui va défendre son territoire contre les autres mâles. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas mettre décemment 2 mâles géco-léopards adultes parce que c'est très territorial. Alors, ça frite à tous les coups. Voilà, donc il n'y a pas d'exception. C'est des animaux Philippe, toi qui as de l'expérience là-dedans. Ah non, moi j'ai jamais vu 2 mâles sexuellement matures pouvoir cohabiter sans se friter violemment. Quoi. Voilà, tant qu'ils sont petits, on va dire, il n'y a aucun problème. Juvénile, ça va. Jusqu'à quel âge à peu près? Bah, ça dépend justement de la maturité sexuelle. Disons que dans les cas les plus précoces, tu peux avoir une maturité à 5 mois. À 5-6 mois. Oui, c'est donc ça. Il faut Chez les mâles. Chez les mâles, oui. Ouais. Donc il faut vraiment faire très gaffe. C'est assez vite. Ce qui est facile à faire même avec des juvéniles de 2-3 mois. Hein. Voilà, donc en fait, Philippe va nous montrer comment on fait. Et donc c'est possible de les faire vivre en harem, bien sûr. Donc on peut en avoir plusieurs à partir du moment où il y a un seul mâle dans le groupe ou que des femelles. Mais bon, on verra ce que tu en penses, si c'est bien d'avoir que des femelles. Donc il est super facile à élever, c'est pour ça que ça a eu un succès phénoménal, parce que aussi bien un débutant qu'un confirmé peut trouver du plaisir dans l'élevage des géco-léopards. Et ce aussi, puisque on va vous les montrer, il y a aussi pas mal de mutations au sein de cette espèce, et c'est ça qui a rendu le truc aussi si excitant. Et il y en a pour tous les goûts. Donc vous pouvez être débutant ou confirmé et trouver un intérêt dans l'élevage de ce gecko qui est vraiment sympa. Donc au niveau de la... Donc je vais lâcher ça maintenant, hein, parce que comme ça je vais être plus à l'aise. Donc on va parler de ce qui se passe en terrarium. Donc il est très facile à élever en terrarium. Donc un terrarium d'une taille entre 60 cm et 90 cm pour mettre un groupe. Oui, suivant le nombre d'individus. Suivant le nombre d'individus. Voilà, sachant que s'il y a plus de place, c'est pas gênant, au contraire, ils ont en fait à ce moment-là une capacité à explorer l'environnement et en profiter beaucoup. En fait, ils se déplacent beaucoup. C'est pas un lézard qui est très peureux au final. Non. Voilà. Enfin, et surtout que vu qu'ils sont nés en captivité depuis longtemps, ils ont perdu un peu, je pense. Peut-être ce côté à se cacher quand ils voient des hommes. Ils s'habituent, ça s'apprivoisent très très facilement. facilement. C'est vrai qu'il y en a qui restent quand même. Ils sont peut-être plus timides, bien sûr. Les individus. Plus ils sont imprégnés, plus en général ils ont une capacité à sortir aussi en pleine journée d'ailleurs. Ils ne sautent pas très bien par contre. Oui. Non, ça c'est pas un peu. Alors, ils craignent, comme ils sont terrestres, en toute sincérité, et là c'est pas une blague, ils craignent la chute quoi. Mettez-leur un petit casque si vous devez les faire sauter. Ou un gilet. Ou un gilet. Un gilet gonflable. Donc non, sans rire, quand vous n'avez pas l'habitude de manipuler un géco-léopard, vaut mieux le manipuler au-dessus d'une table ou d'un lit ou de quelque chose. Parce que s'il vous échappe et qu'il tombe à hauteur d'homme, il y a de fortes chances qu'il meure sur le coup. Donc regardez, ça serait dommage que regarder cette petite bouille. Bonjour, ça va les mecs? Ça va les mecs, je viens d'Afghanistan, ouais ça va alors. Et là on remarque aussi les yeux du tien. Voilà, alors vous voyez les paupières. Noirs. Lesquels, le mien? Ah ouais, moi. Oui. Les yeux sont noirs. Le tien, c'est celui qui est dans tes mains. Non, c'est pas le mien perso, quoi. Je l'ai pas encore acheté. Dis-le que c'est le tien. Ouais, bon, ça va, c'est le mien. Il s'appelle Eric. Salut, Eric. C'est mon préféré. Je t'ai fait un bisou. Alors celui-là, il a les yeux noirs. Bon, on va parler des morphes après. Mais déjà, donc on vous a dit à paupières, donc parce que, contrairement à par exemple, regardez, je lui touche la paupière, il va fermer son œil. On voit pas? Voilà, hop. Vous voyez, ça, on peut pas le faire avec un gecko à crête, par exemple, un Corylopus ciliatus, voilà. Voilà, ça marche moins bien. Alors regardez la morphologie de ce lézard avec cette queue très étrange. Ça, c'est une queue normale, donc, et ça, c'est une queue de repousse, comme on dit. Pourquoi il y a une queue de repousse alors, Philippe? Bah, la queue, en fait, elle sert de réserve de graisse. Mais cela étant, en cas d'attaque de prédateurs, comme beaucoup d'autres espèces, il a tendance à pratiquer une autotomie, c'est-à-dire se défaire de la queue pour distraire l'attention du prédateur et sauver sa peau. Voilà, le prédateur va se jeter sur le reste de queue. Pendant ce temps-là, le reste du lézard se barre. Bon. Exactement comme tu lézard. Et ensuite, il faut que ça repousse pour commencer à reconstituer cette réserve métabolique utilisée pendant les périodes
De disette. De disette, c'est-à-dire soit l'hiver, ou alors également pendant les périodes d'estivation, quand la température est tellement élevée qu'ils peuvent pratiquement plus sortir. Voilà, alors, Dans ces cas-là, ils vivent là aussi sur leurs réserves, comme d'autres lézards désertiques, comme les urobastix. ouais, c'est intéressant. Parle-nous un peu de son biotope et de comment de son habitat dans la nature. Alors, dans la nature, en fait, c'est un animal qui a une grande capacité d'adaptation, parce qu'il fréquente une variété de biotopes assez étendus. Donc, effectivement, tu as parlé d'un environnement un peu de steppe, effectivement, mais c'est aussi souvent des biotopes très rocheux, notamment dans tout ce qui est la région de Kopet Dag, qui est en fait les contreforts de l'Himalaya, D'accord. en Afghanistan. Et effectivement, l'exception, c'est le nord-ouest de l'Inde, où là, c'est des zones plutôt forestières, où là, le lézard a quasiment des mœurs semi-arboricoles. Ah, c'est étonnant parce que il a pas vraiment la morphologie pour ça quelque Non. part. Mais il est bon grimpeur. Il est bon grimpeur parce qu'il a quand même des griffes assez développées, Ouais. donc ça lui permet de s'accrocher. de s'accrocher avec des aspérités normales, effectivement. Par rapport à d'autres geckos, il est moins bien équipé quand il s'agit de grimper sur du verre. Mais dans la nature, il n'en a pas trop besoin, donc c'est plutôt éventuellement des murs d'ailleurs qui sont utilisés quelquefois par des colonies. Voilà, donc en fait, comme je l'ai dit au début, il est plutôt crépusculaire et nocturne, donc normalement dans la nature, il ne sort pas trop la journée. Oui, avec une exception, c'est qu'on s'est aperçu que dans la nature, à l'aube, enfin et au crépuscule, il avait tendance à s'exposer au premier rayon du soleil pour profiter des UV. Et en terrarium, je ne sais pas ce que tu en penses toi, j'ai souvent observé des spécimens qui sortaient en pleine journée pour se coller sous le tube d'UV. Bah, ouais, c'est ce que Alors j'ai ça à c'est la le gros débat, c'est un débat hyper intéressant qu'on va partager probablement avec vous. Il y a deux écoles dans l'élevage des geckos léopards. Il y a ceux qui disent qu'on peut les élever sans UV en leur donnant un apport de vitamine D3. C'est le cas de beaucoup d'éleveurs professionnels partout dans le monde, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, qui ont quand même un bon succès en les élevant en plus dans des racks d'élevage, donc dans des tiroirs, pas dans des terrariums. Ce qui peut tout à fait bien fonctionner avec cette espèce fonctionne bien. terrestre, et qui eux n'utilisent pas d'UV. Et d'autres éleveurs, dont Philippe fait partie, qui eux pensent que c'est bien de quand même leur fournir un éclairage UVB la journée. Mais par contre, il ne faut pas le faire n'importe comment. Alors, j'imagine. il y a deux raisons. Alors d'abord, sur l'utilité du truc, j'avais fait une petite expérience une année où j'avais pris 2 groupes de juvéniles, un groupe que j'exposais de façon raisonnable aux UV et l'autre que j'élevais de façon normale sans UV. Et j'ai regardé simplement les taux de croissance. J'ai constaté que tous les sujets du premier groupe avaient grandi plus vite. D'accord. Et récemment, il y a une étude vétérinaire, je crois, sur le sujet qui a fait apparaître qu'il y avait une meilleure métabolisation de la vitamine D3 pour les sujets exposés aux UV. Donc, ça peut apporter des réponses, mais une fois de plus, attention, l'utilisation des UV, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire à la légère. Il faut savoir ce qu'on utilise, à quelle distance, qu'est-ce que ça émet, le nombre de microwatts au centimètre et tout ça. Il y a aussi, parce que chaque lézard, je vous en ai déjà parlé dans l'émission, a une perméabilité au niveau de la peau, au niveau des UV, qui est différente. C'est-à-dire qu'un animal comme un gecko léopard qui est crépusculaire nocturne, on le voit au niveau de sa peau, il y a plus une peau qu'une écaillure quelque part. Oui, en fait, pas les mêmes besoins, c'est une écaillure très fine, quoi, un peu presque, on va dire, si on grossit le trait, presque comme un caméléon, quelque chose de plutôt lisse, même s'il est un peu tuberculeux. Par rapport à un pogona qui a vraiment une vraie écaillure, l'écaillure d'un pogona va filtrer énormément les UV. Il y a à peine 2% qui va traverser entre guillemets la carapace c'est pas une carapace, mais le derme du pogona. Alors que là, ça va rentrer très facilement. Et après, il y a aussi, je l'ai souvent entendu, un problème juste de flux lumineux. Là, on parle plus d'UV, mais de lumière pour les spécimens mutants, qui seraient par exemple des albinos ou des autres mutations, des aptors, en fait, qui n'ont pas une pigmentation normale en fait de la rétine, même s'ils ont des paupières, en fait, de les mettre dans quelque chose de très lumineux, ça va les choquer au niveau là, et ils vont fermer les yeux et ils vont arrêter de se nourrir. Donc en fait, il faut trouver le bon compromis, je pense. C'est ça. Oui. Mais en tout cas, on va dire que les deux fonctionnent. Ouais, les deux fonctionnent, ouais. Les gens, ça sert à rien de s'entretuer sur les forums et sur les trucs de Facebook. On est à la cool, on est là pour discuter. Non, donc, puis même, tu vois, moi à titre personnel, j'utilise les deux. J'ai des animaux qui sont en rag, donc qui bénéficient pas d'UV. J'en ai d'autres qui sont en terrarium, des groupes que j'ai constitués qui ont des UV.
je vois des petites différences, mais après les deux fonctionnent, les animaux vivent très bien, grandissent bien, ont une bonne croissance, n'ont pas de carence ou quoi que ce soit, donc les deux sont possibles. Mais après, par il contre, faut faire attention à voilà. ça. Mais par contre, peut-être que pour des femelles qui ont pas mal pondu ou des spécimens en croissance, peut-être que l'apport d'UV est quelque chose d'intéressant. Ça, c'est un plus, effectivement, parce que par rapport aux observations que j'avais faites sur des expositions en pleine journée, j'avais souvent noté que c'était des femelles gestantes qui, justement, s'exposaient beaucoup plus. Parce qu'elles Ou ont un des juvéniles, besoin. parce qu'elles ont des besoins accrus pour la métabolisation du calcium, alors que les mâles adultes, comparativement, je ne les ai Non, c'est jamais vrai, vus c'est vrai, je sortir suis en d'accord pleine avec toi. journée. Moi j'ai vu des femelles vraiment se poser et S'aplatir. Ouais, s'aplatir sur le dessus de la cachette ou sur un support pour vraiment profiter des UV. Et tu as raison que les mâles, on les voit beaucoup moins, ils sont plus cachés, Ils en ont moins besoin, voilà. peut-être. Voilà, ouais, parce que eux, évidemment, ils ne produisent pas d'œufs. Donc, alors, on va continuer sur les généralités sur le gecko léopard. Hein. Donc, on vous a dit, il y a des mâles et des femelles. On va vous montrer comment faire la différence. Donc, les femelles sont ovipares, c'est-à-dire qu'elles pondent des œufs et elles ont une façon de faire qui est typique des geckos. Donc, c'est 2 par 2. C'est ça. Plus rarement un œuf unique. Oui. Voilà, mais globalement, En J'en ai général, déjà eu, mais c'est vrai que c'est deux. Ouais. elles vont en pondre général, 2 c'est par 2 2 par 2 toutes les 3 semaines à peu près. toutes les 3 semaines et elles peuvent faire jusqu'à Jusqu'à 12 pontes par an. 12 pontes par an. Ah, moi j'aurais dit 6, tu vois. Non, j'ai eu jusqu'à 12 pontes par an, mais c'est pas forcément souhaitable parce que ça tire quand même sur l'organisme. C'est extrêmement prolifique en fait. C'est pour ça aussi que c'est un animal qui est très très courant en captivité. C'est aussi parce qu'il s'est très bien adapté à cet environnement captif et il se reproduit avec vraiment, il est très prolifique. Quoi. Ouais, C'est un on a des animal. mâles qui sont vraiment portés sur le truc aussi. Donc Ah oui. c'est vrai que dès qu'on met en relation un mâle et une femelle, généralement. Oui, il n'y a très pas vite, besoin voilà, d'avoir y a fait. pas besoin. Alors on peut cycler, mais. Avec un cycle d'ailleurs selon la ponte, parce que je sais pas si tu as remarqué, quand la femelle est gravide, si le mâle essaie de la couvrir, il se fait jeter. En revanche, le jour même de la ponte, le mâle il revient et puis Il ça est coupe. bienvenu, quoi. Voilà, Ah oui, ça là, coupe. c'est reparti quoi. Comment Donc tu parles voilà, c'est vraiment un lézard qui est très prolifique. Pour vous dire, aux États-Unis, il y a certains éleveurs professionnels que je connais, ils en produisent 25, 26 000 à l'année, 26 000 bébés. C'est énorme. C'est énorme. C'est fou. Avec avec une collection, enfin, voilà. Donc c'est un lézard qui limite à terme sera peut-être plus nombreux en captivité que dans la nature. C'est probable. Je sais pas le statut de protection. Enfin, Non, il n'est pas protégé par la Convention de Washington de toute façon, ni par le. Au niveau de l'UICN, préoccupation mineure, je crois. Ouais, voilà. Donc en fait, on sait pas. A priori, il est commun dans son. Ouais, dans son Oui, habitat. alors, il faut aussi expliquer qu'en Afghanistan, Oui, il y a assez peu de prélèvements pour la thérailophilie. C'est clair que Pour des raisons qui m'échappent, mais bon. il fallait vraiment être très entraîné pour aller faire du herping en Afghanistan. Fallait être vaillant. J'en connais 2-3 qui ont essayé, ils sont revenus, ils boitaient quoi. Clairement, ils avaient une jambe en moins ou voilà quoi, ils jouaient de l'harmonica quoi. Et dans la rue. Et donc, c'était assez voilà, vous sortez, vous avez plus de tête. Et donc faites gaffe quand vous allez faire du herping en Afghanistan, mettez des bonnes godasses quoi, ça craint. Donc, souscrivez l'abonnement handicap international. Voilà, et tout à fait. Un bon rapatriement, c'est vachement important. rapatriement. Voilà, l'assurance rapatriement. Donc voilà, donc quand on loge, donc on a parlé un peu du terrarium des geckos léopards. Donc évidemment, ils viennent, comme tu l'as dit, de zones où il peut faire très chaud. Donc d'après ce que j'en ai vu, ils ont une TPM, une température moyenne préférentielle, donc la température où ils fonctionnent le mieux qu'aux alentours de 30. Aux alentours de 30, voilà. Donc l'idéal, c'est un point chaud à 32, un point plus froid à 25, 26 dans la zone la plus fraîche, et après ils se régulent. Voilà, donc en fait ils ont besoin d'un gradient thermique. C'est pas des lézards qui sont homéothermes comme on peut le voir par exemple sur les geckos à crête qui eux, s'il y a 26 dans la pièce, bah, ça leur va quoi. Eux, ils ont vraiment besoin d'un gradient thermique et pour le satisfaire, a priori c'est quand même mieux d'utiliser des tapis chauffants, de les chauffer par le sol plutôt que par lampe. Ils ont beaucoup tendance à se chauffer justement Par s'exposant sur le conduction. substrat. Par conduction, absolument. Ouais. Voilà, donc c'est pour ça aussi Ils que sont c'est... aussi nocturnes, pardon je te coupe, mais il y a aussi, c'est un animal nocturne, donc il va pas venir se chauffer par un rayon. la journée, évidemment. Par conduction quoi. Donc c'est pour ça qu'en plus, c'est d'autant plus facile à élever puisque aujourd'hui, installer un tapis chauffant avec un bon thermostat, et je le rappelle, hein, ne mettez pas de tapis chauffant sans thermostat, à moins de mettre vraiment des tout petits wattages, mais la plupart des tapis chauffants, il faut absolument mettre un thermostat pour les réguler et contrôler vos températures avec un thermomètre.
Donc ça c'est super important. Toujours. Donc voilà, alors on l'a dit, ça vit dans un environnement plutôt sec, on va dire, donc bien ventilé, mais par contre, L'abri. voilà, Dans la journée, il s'abrite dans un environnement qui est souvent constitué par exemple, un terrier de rongeurs, bref, un environnement où il y a un microclimat localement plus humide. C'est pour ça qu'il faut toujours prévoir la boîte humide. voilà, avec un substrat humide. Donc là, en l'occurrence, c'est de la coco bien humide. Ça peut être d'autres choses. Alors, tu parlais tout à l'heure du Désherbéding. Du désherbéding. Alors, je l'ai utilisé. Ça a un intérêt, c'est que comme il y a un peu d'argile, ça retient Ouais. vachement bien l'humidité. Exactement. Et c'est un super substrat aussi pour les boîtes humides. Voilà, donc en fait, vous pouvez aussi utiliser les 162 kg de désherbéding que vous avez gagné grâce à votre photo sur notre Facebook. J'aurais dû prendre mon cheval. T'aurais dû monter sur le business avec ton cheval, merde. Et pour garnir votre boîte de ponte. Alors nous, on a je dis boîte de ponte parce que ça sert aussi de boîte de ponte, la boîte à humidité. Très souvent, elles pondent dedans, les femelles. Donc nous, vous voyez, c'est quelque chose comme, là, c'est pour des geckos qui sont en station chez nous avant d'être vendus. Donc on n'a pas forcément des choses très jolies, c'est des choses pratiques surtout puisqu'on veut que ça reste propre. Donc on va les garder dans notre boîte de la humidité. C'est une boîte en plastique, ça marche tout à fait. Mais il y en a des très jolies qui existent, qui ressemblent à des faux rochers. On peut utiliser du liège. Magnifique ça. Voilà, des petites grottes, etc. Vous pouvez les fabriquer vous-même. Enfin, le tout, c'est que ça soit facile à nettoyer et que ça puisse rester pratique et que ce ne soit pas dangereux pour le lézard, des pierres un peu lourdes et des choses comme ça. Donc ensuite, pour décorer le terrarium, maintenant qu'on a parlé du chauffage et de la boîte à humidité, donc qu'est-ce qu'on peut mettre comme chose pour décorer que les geckos léopards utilisent? Alors j'ai tendance moi à utiliser le système des plateformes. En réalité, D'accord. pour garnir le fond du terrarium, parce qu'en fait, c'est des bestioles qui sont censées être terrestres, mais en réalité qui grimpent souvent beaucoup. Donc, quand tu mets en place un système de plateforme, d'espalier, ils l'utilisent pendant la nuit pour vraiment utiliser toutes les espèces vitales, avec des qualités, tout à fait. Et chasser. Donc, on en vient du coup à l'alimentation, puisque ça chasse, c'est que forcément, ça mange des insectes, majoritairement, des arthropodes. Voilà, donc en fait, ils sont principalement insectivores. Ouais. Donc ils mangent une grande variété d'invertébrés dans la nature. Et en captivité, on va leur donner donc principalement Insectes, donc grillons, la base, blattes, ça marche très bien. C'est très bon les blattes. Ouais. Attention aux évasions évidemment. Voilà. Surtout les radonneurs qui vont très vite. Les Voilà. radonneurs, bon Vous courage. pouvez les mettre dans des petits pots, etc. Les blattes qui grimpent pas, comme par exemple les dubias, qui sont des c'est très parfait. bonnes blattes. Oui, les dubias, ça fonctionne très bien. Également les grillons assimilis, par exemple, j'ai vu que c'est de l'Aketa domestica, mais j'ai observé que les trois espèces classiques, les Bibaculatus et les assimilis, étaient acceptées. Voilà, c'est d'autres espèces de grillons qu'on trouve parfois en captivité. Nous, on a de la similis, le grillon champêtre, en fait. Et qui vont avoir aussi des tailles différentes, du coup. Voilà, qui peuvent être plus gros. Le Bimaculatus, qui est le gros grillon noir que vous pouvez voir dans certaines animaleries, qui parfois n'est pas toujours accepté d'ailleurs. Non, c'est Il y a des animaux un petit peu fort. Ouais, c'est un insecte qui est fort. Et puis, pour vos voisins, par exemple, ça sent bien la nuit, donc vous pouvez vous faire de nouveaux amis. Ou vos compagnes, ou votre femme peut vous quitter aussi parce que vous avez des geckos. C'est cause de divorce, la similis. Acheter des bouts de caisse. Voilà. Les Bimaculatus, parce que les assimilis, au contraire, eux, ils ne font pas de bruit. Parfait. C'est le bon Ils plan. sautent beaucoup moins. Alors, ils mangent aussi. On n'est pas à l'aise avec les grillons. Ils mangent aussi des criquets. Oui, ça marche très bien. Alors, souvent, nous, on vient en boutique et on me dit « Ah, mon gecko léopard, mais est-ce qu'il peut manger ça et tout ça ?» Attention, ça mange très très gros. Un criquet adulte, c'est à peu près grand comme ça. Lui, il va le manger. Ça passe, oui, ça passe très bien. Parce que c'est des animaux qui mâchent. Tout à fait. Les grosses sauterelles vertes qu'on a dans la nature en ce moment aussi, ça fonctionne très bien. Ça permet de varier les menus, de booster un peu. En revanche, il faut se méfier de quelques pièges. Il y en a notamment un, c'est les teignes de ruche qui étaient utilisées. Tout à fait. Alors ça, il y a un double risque, c'est que, sur le plan nutritif, ça vaut que dalle, c'est essentiellement des lipides et puis la valeur du phosphore, absolument, donc le ratio calcium, phosphore et kata, et il y a un effet addictif. C'est-à-dire qu'apparemment, ça a un goût super intéressant pour les geckos, ce qui fait qu'après, ils boudent tout le reste. Et ce que Philippe dit pour les geckos, c'est valable pour tous les autres lézards. Même si vous avez des pogonins et que vous donnez des teignes de ruche, c'est carrément pas bon. Donc après, on peut donner d'autres types de larves ou de vers. Donc par exemple comme les larves de mouches soldat noir qui elles ressemblent à la teigne de ruche mais sont au contraire très bonnes. Là, ça a un super ratio calcium-phosphore, donc c'est une
super nourriture et globalement c'est accepté pas mal. C'est accepté très bien, la plupart du temps. Bon, il y a certains qui ne veulent pas le manger, mais certains le mangent. Et quand ils le mangent, c'est bon parce que le taux de calcium et le rapport calcium-phosphore est super bon, comme l'a dit Philippe. Et surtout, c'est très faible en lipides et riche en protéines. Donc, c'est la larve parfaite, on va dire. Voilà. Après, on trouve aussi souvent donc, le verre de farine et les Morios. Donc, on peut leur donner. Alors, le problème du verre de farine et du Morio, c'est qu'il y a toujours un ratio calcium-phosphore qui n'est pas terrible, sauf si on nourrit vraiment de façon très très soigneuse avec énormément Les vers. Les vers, tout à fait. Et puis, chez certains sujets, la chitine, enfin la carapace est très 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 difficile à digérer. Donc, ça peut provoquer des régurgitations à haute dose. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il faut varier donc l'alimentation Énormément. et la supplémenter. Donc, Oui. est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ce qui est important pour la supplémentation? Alors, le mieux, c'est d'éviter la supplémentation avec des vitamines, parce que ça peut générer des surdoses vitaminiques. Lionel Schilliger, par exemple, dont on parlait, on a beaucoup parlé. Oui. En revanche, offrir du calcium à disposition et en permanence. Ça, Voilà. c'est très très important. important, ouais. Les femelles et les juvéniles tapent régulièrement dedans, les mâles beaucoup moins. Dans mes observations, je sais pas ce que Non, Voilà. ils mettent tout à côté. Voilà. mais Donc du calcium pur. Pur, sans vitamines, sans D3, Sans sans vitamine A, que du calcium. Donc ça, on n'arrête pas de le répéter à longueur de journée. Il ne peut pas y avoir d'overdose de calcium. Donc, par exemple, vous pouvez choisir l'excellent calcium Repashy sans D3. NOD, ça veut dire no D3, ça veut dire sans D3. Donc, c'est du calcium pur. Ce calcium-là, il a plusieurs avantages. C'est pas juste voilà, du calcium comme ça. C'est du calcium qui vient des mines du désert de Mojave. Donc, c'est un calcium qui est extrêmement pur et qui est très très fin. Parce que, en fait, le fait qu'il soit fin, pourquoi c'est un avantage? Parce qu'on va aussi, on va le mettre dans une petite gamelle et ils vont venir le chercher, ça c'est cool. Mais on va aussi le mettre sur les insectes, on va saupoudrer sur les insectes. Et ça se colle très bien sur les insectes sans faire de paquet. Parce que quand les insectes sont trop, entre guillemets, farinés, des fois certains animaux ne veulent pas les manger. Oui, il est boudent souvent. Voilà, donc là en fait ça permet, voilà. Donc le gécolopard c'est super parce que il va directement se servir dans sa petite gamelle par rapport à d'autres lézards qui ne le feraient pas. Donc ça c'est vraiment important et c'est quelque chose de cool. Ensuite au niveau de l'hydratation. Alors, pardonne-moi, Ouais, je t'en prie. une petite parenthèse sur les souriceaux. Parce que Ah. là aussi, ça fait partie des espèces de lézards qui peuvent accepter les souriceaux. Alors, ça peut être intéressant pour booster un peu une femelle en production, mais c'est pas forcément l'aliment le plus adapté. Parce que c'est souvent très riche en lipides. Mhm. Hein. Ça, les jeunes souriceaux rosés sont finalement pas si riches que ça en calcium, donc c'est pas Ils forcément. n'ont pas un grand squelette quoi par rapport à... Le squelette n'est pas encore développé. Voilà. Donc c'est à utiliser vraiment avec parcimonie parce que ça a tendance à être une sorte de super McDo. Donc au niveau équilibre. Voilà, donc on peut en donner, à petite dose. mais à petite dose. Ouais. Donc je pense qu'on a fait un bon tour. Donc je voulais juste finir en parlant de l'eau. Et après tu vas nous montrer la différence entre un mâle et une femelle. Là, je pense qu'on a Là, c'est un mâle. gros mâle, voilà, parce que j'ai pas mes lunettes, mais oui, effectivement. Alors oui, Alors comment Différence on fait la différence? alors, Bah, attends, c'est très simple. Lui ça doit être un mâle Non. aussi, vas-y je peux prendre lui. j'ai un petit doute, mais Ah bon? alors oui, j'ai pas mes lunettes encore, excusez-moi bien. Hein. Bon, Ramenez-lui une l'eau. rappelez-moi, non, ça va les blagues à part. On te ramène tes lunettes. Alors, mais merci, oh, ils sont parfaits. Ouais, Oh. on a un très bon assistant léopard. Ah regarde, Alors. on peut faire un... Voilà, regardez notre assistant léopard. Salut assistant léopard. Merci beaucoup. Merci beaucoup, l'assistant. Ce léopard, vous seriez à ravir, mon ami. Bon, alors, là, on a effectivement un mâle. Alors, comment on le distingue par rapport à une femelle? Déjà, sa constitution générale. On a un Les mâles sont spécimen plus robustes. qui est plus costaud, qui a une plus grosse tête, qui a notamment un cou plus large. Et quand on regarde localement, on a deux caractères sexuels évidents. C'est les renflements Hémipénien. hémipéniens, j'y arrive, voilà, là, on voit les deux petits renflements. Et Ça puis, c'est les boules. les boules. Enfin, non, Non, c'est pas les hémipénies. testicules. Attends, quand Voilà. je dis les boules, c'est Voilà. les petites boules qui Voilà. représentent les renflements hémipéniens. Exactement. Et les rangs de pores préanaux en V, vous voyez, avec Mhm. la pointe du V vers la C'est tête. le petit V qui ici Le jette petit Philippe V. parce que c'est pas facile de Merci. tenir les pattes. Voilà, c'est ici. Voilà. Donc là, on Ça, a c'est les pores préanaux. les pores préanaux. Voilà, les pores fémoraux, ce serait là sur la face Sur les interne fémurs. des fémurs. Voilà. Donc, Voilà, donc ça, on peut dire que c'est un mâle. là, oui, il n'y a pas trop d'ambiguïté. Donc, bon pour le service. Hop là. Alors là, j'aurais peut-être un petit doute.
Ah bah oui, aussi. Mm. Mais alors il est moins marqué. Hein, Apparemment, on a une femelle, ouais. Parce que là, bon, là aussi on a notre Il est moins bien galbé. Voilà, notre V. on est tous inégaux par rapport à ça. Ah oui, malheureusement. la nature était impitoyable, mes pauvres amis. Alors, donc là vous avez le V effectivement des porcs On voit bien préanaux, juste ici. les deux renflements hémipédiens Ici, là, ici. voilà, c'est clair. Par contre, au niveau constitution, il n'est pas particulièrement balèze. Ça, c'est Alors, une superbe femelle pour non, moi. non, la fifi. Bon, alors là, effectivement, on voit qu'elle est beaucoup plus féminine, plus légère. Vous voyez, On voit aussi au forme niveau de la tête. base de la queue. Et la base de la queue, elle est un peu plus speed aussi. On ne va pas la stresser, cette biquette. Et voilà. Et puis là, effectivement, Ce n'est pas une femelle. C'est un jeune mâle. Ah bon Non, C'est un mâle en préparation. C'est un mâle. Étiquette à la con là. Eh oui, Alors, parce que là- Laurine, si tu nous regardes demain. Tu vas te faire. Bon, On n'a aucune femelle. Alors, attendez, je vais aller vous chercher une femelle. hop là. Hop, Allez, Dimitri. j'arrive. Cours comme Je le vais- vent. Je vais dans les backstage. Alors, en attendant, on peut. Ça, c'est une super hypotangerine. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cette mutation qui a été parmi les premières mutations? Quelle C'est- était la première mutation C'est chez le- les Gecko alors, Léopards? la toute première mutation, c'était le high yellow. Alors, le high yellow, c'était Ah, j'en ai un. simplement. Ah, tu en as un. Je crois que j'en ai un. Grosso modo, le phénotype sauvage, c'est une couleur de fond jaune plus ou moins brillante, quelquefois tirant sur le béjasse, avec des spots de léopard. Donc la première amélioration, ça a été sur la couleur de fond qui était jaune plus pétant, avec une réduction du marquage noir. Donc on avait dans l'idéal des sujets qui avaient un dos tout jaune. Et ça, c'était J'en les avais qu'un débuts. yellow normalement. Et là, on a d'ailleurs hypotangerine carottail, vous voyez là, Voilà, la Que coloration couleur carotte. orange. Ah bah voilà. Donc, on n'avait pas de high yellow, on en avait sélectionné un high yellow, tu l'as pas ramené? Bon. Ouais, c'est ça, c'était lui, ouais. Bon, alors donc, ensuite, grâce au travail des éleveurs, comment on a réussi à avoir un Gecko Léopard qui soit sans tache noire comme ça et tout orange? Eh ben, généralement, ce qui était utilisé, c'était le backbreeding, c'est-à-dire on prenait un sujet dans une portée qui avait des caractéristiques souhaitées, on le recroisait avec son parent dont on espérait qu'il soit porteur. Et après, on recroisait les sujets les plus marqués. Et clairement, pour arriver à un spécimen aussi beau, il a fallu au moins une dizaine d'années, fastoche. Oui, à peu près, oui. Oui. Voilà, à Oui. savoir qu'aujourd'hui, vous avez de la chance de pouvoir vous fournir des spécimens aussi beaux pour un prix qui est tout à fait raisonnable, parce qu'à l'époque, pour un spécimen comme ça, il fallait débourser plusieurs milliers de dollars. Ah bah c'était $2000 à l'époque pour le premier high yellow que j'ai vu en Angleterre. Ouais, c'est fou. Ouais. Et il y avait un éleveur anglais, Ray Hines à Ouais, l'époque, qui était ouais. un des grands monsieur du Gecko Léopard, qui aujourd'hui est pas à la retraite, mais il est toujours actif, mais bon, il a quand même pris un peu d'âge, hein, mais ça a été un grand monsieur du Gecko Léopard sur la scène mondiale. Si on les met côte à côte, qu'il y a quand même une sélection qui est faite, parce qu'on a des animaux qui sont porteurs du même gène, Oui. mais qui ont une différence en termes d'intensité de coloration. Ouais, Et et tout puis ça, celui-là il est peut-être un peu en lui, mu, il va mais- partir en mu, ouais. mais exactement. en tout cas, il Mais a beaucoup d'orange il est sur la quand queue. même plus clair. Et ça, c'est la sélection, c'est le travail de l'éleveur en fait qui va faire que son animal va avoir des couleurs plus chatoyantes ou pas. Voilà, donc là, on va avoir une Et femelle. donc là, c'est une femelle. Donc, C'est hop, joli d'ailleurs. si on la regarde, en fait, elle n'a pas du tout. Mets-la bien sur le dos. Allez, vas-y, Elle est pas contente. tiens-la. N'aie pas peur. Hop. Donc là, on n'a pas du tout de porc et on n'a pas du tout ces deux renflements qui sont là. Donc on peut être sûr que c'est une femelle. Voilà, Et si super. on les met côte à côte, Voilà, mettons-les côte à côte. ouais, pour Hop là. bien voir, parce que c'est vrai que c'est important pour les gens. On n'a pas du tout la même base de queue et on n'a pas du tout les mêmes porcs. C'est assez quand même. Une fois qu'on a compris la différence, c'est assez simple. Voilà, il faut l'avoir vu, c'est pour ça, c'est à ça que sert Earthworld, c'est pour vous faire vivre ce genre de moment. Bon, en plus, vous pouvez le retrouver sur notre site internet ou sur plein d'autres sites internet qui parlent des Gecko Léopards. Faites attention, méfiez-vous des sites internet, méfiez-vous des contrefaçons, comme disaient les mecs de Canal. Donc là, on a Et là, encore c'est- une fenêtre, Et une puis là, c'est femelle. pareil, on a un animal aussi qui a un snake eyes. Ouais. Donc Ah, on a aussi bien des mutations sur les yeux. Donc on a plusieurs types d'œil. On l'a vu tout à l'heure avec l'œil noir. Et là on a un œil qui va être mi-classique, mi-noir. Donc qu'on appelle snake eyes. On peut avoir des yeux rouges. On a quand même pas mal de sélections aussi au niveau des yeux. Voilà, donc toutes ces mutations ont été développées en captivité
à partir de spécimens sauvages. Mais alors comme toujours, il y a des gens qui sont fans de ces mutations et d'autres qui ne sont pas du tout dans ces mutations et qui préfèrent des formes plus naturelles. Et c'est vrai que le naturel est revenu au galop ces dernières années. Oui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit ouais, moi j'en ai un peu marre des phases et tout ça, j'ai envie d'avoir des vrais geckos léopards bien balèzes, bien tachetés et avec une génétique avec aussi bien strong au niveau de... Oui, parce qu'il y a eu quand même des dérives. Il ne faut pas en parler, c'est que on a créé effectivement des bestioles qui s'éloignaient beaucoup du phénotype sauvage, donc on a sélectionné les couleurs qu'on voulait, l'homme s'est cru à l'école de Dieu comme d'habitude. Et puis, en sélectionnant tout ça, on a aussi quelquefois sélectionné des caractères génétiques moins souhaitables, comme par exemple des problèmes neurologiques. Ouais, voilà, notamment sur les éclipses, je crois. Alors, oui, on a Enigma, les Enigma qui ouais, sortent, et après on a effectivement les éclipses qui sont généralement porteurs du gène qui n'expriment pas forcément, mais qui, si on les reproduit, peuvent amener des petits porteurs du gène Enigma. Voilà, donc je pense qu'on vous a bien donné les bases de ce gecko léopard, et maintenant j'ai envie qu'on passe aux questions parce qu'il y a l'air d'en avoir pas mal qui arrivent et qui sont intéressantes. Donc on y va, c'est parti, on vous laisse la parole. C'est les questions. Pour les questions. Alors, on va commencer avec la question de Romain Saint. Bonsoir à toi Romain. Salut Romain. Avec nous. Qui nous demande si le calcium c'est mieux en coupelle ou de saupoudrer sur les insectes. Donc on a un petit peu évoqué le truc. Il faut les deux. Mais il faut les deux, voilà. Voilà, très bien. Bonne question Romain. On a la question de Pierre et Ophélie. Donc bonsoir à tous les deux. Salut Pierre et Ophélie. Qui eux nous demandent si les vers de farine quand les vers de farine se transforment en scarabée, je vais y arriver, est-ce qu'on peut donner les adultes? Les scarabées, tu veux dire? Les scarabées. Concentre-toi, mon sang, on comprend rien. Donc, quand vos vers de farine. Attends, je reprends. Vas-y, s'il te plaît. Quand les vers de farine se transforment, d'accord, et qu'ils arrivent en scarabée, peut-on les donner à nos lézards? Oui, c'est pas très appétant. Non, c'est pas ça pue en fait. Voilà. En fait, ils les mangent pas quoi. C'est un peu comme tout ce qui est punaise, etc. Il n'y a aucun intérêt pour nos animaux à part les dégoûter un petit peu. C'est comme si nous on mangeait un truc qu'on avait vraiment le seul truc transformé qui est intéressant, mais je suis pas sûr que les geckos-léopards arrivent à l'attraper, c'est quand les larves de mouches soldats noirs, les larves d'hermétiales et happy worms se transforment en mouches noires. Là, elles sont appétantes, elles sont voilà. Donc pour les caméléons, des choses qui peuvent les attraper ou des lézards comme les crotaphytus qui sautent et tout, c'est possible. Je suis pas sûr qu'un gecko-léopard puisse attraper une mouche. Jamais vu. Non. Donc voilà. C'est un papillon de nuit, y arrive. Ah ouais, marrant. Question suivante. On passe à la question de Quentin Petit. Salut Quentin. Qui nous demande si c'est plus intéressant en fait pour les geckos ou tous les lézards insectivores d'élever nous-mêmes nos insectes, donc en sachant ce qu'on leur donne à manger, etc. Ou de les acheter et de leur donner la bonne nutrition après. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des insectes sont quand même compliqué à élever entre guillemets quoi. Ça veut dire en tout cas on va y passer du temps, on va y passer voilà. Donc vraiment il faut des installations bien spécifiques, on fait pas ça à la va-vite. Donc si vous voulez vraiment élever des criquets ou des grillons, c'est assez compliqué, il faut séparer les choses, il faut séparer les tailles, etc. Donc ça peut se faire mais ça demande beaucoup de boulot. Donc si on n'a pas beaucoup de gecko-léopards, c'est vrai que les insectes ça peut vite devenir très contraignant et très chronophage en fait parce qu'on passe limite plus de temps à s'occuper de nos insectes qu'à s'occuper de nos lézards. Les seuls qui sont intéressants et qui sont faciles c'est les blattes. Ah oui, ça c'est super prolifique et c'est facile à faire. Donc ça, si vous voulez une bonne base d'insectes, vous élevez de la blatte. Les blattes, ce qui est cool, c'est que ça pond rapidement et ça grandit aussi rapidement. Donc on peut sélectionner des stades de blattes suivant les animaux qu'on a. Donc, si on a des petits sujets ou des grands, on peut sélectionner. Et les dubias, il faut les chauffer par contre parce que sinon elles grandissent pas bien. Dans une pièce d'élevage, c'est parfait. Voire plus. Donc voilà, on peut, mais bon. Je pense qu'il faudra toujours quand même en acheter une bonne source. Hein. On peut en vendre sur notre site. Il y a plein de gens qui en vendent maintenant des insectes. C'est plus comme à l'époque où nous c'était compliqué d'en trouver. Aujourd'hui, tout le monde en vend. Donc voilà. Et surtout pensez à bien nourrir vos insectes avant de les donner. Faire du gut loading, ce qu'on appelle. Plus vos insectes en fait vont être chargés, mieux ce sera. Après, sinon, un insecte qui n'a pas mangé, c'est une chip. Donc voilà. Nutritionnellement, pas d'intérêt. C'est de la chitine en fait, c'est juste le carapace, donc c'est très important de respecter à peu près 24 heures d'intervalle entre le nourrissage et la distribution. Exactement, c'est-à-dire que si vous prenez vos grillons qui n'ont pas mangé et vous les donnez tout de suite à vos lézards, ils ne sont pas très nourrissants. Donc il faut d'abord les enrichir, les nourrir, bien les nourrir.
Donc après, il peut y avoir, donc ça peut être de la nourriture naturelle, des légumes et des coquettes, des choses comme ça. Et ça peut être aussi, maintenant, on peut ne plus s'embêter avec ça et utiliser des nourritures de type repas chic comme le Bug Burger, le Super Load, qui sont super faciles à utiliser et qui vraiment chargent, quoi. Le Super Load, comme son nom l'indique, c'est le super chargeur, ça va booster votre insecte à mort. Ouais, c'est très efficace. Alors juste une petite réserve, Avec si vous nourrissez vos insectes par exemple avec des végétaux, surtout faites attention de ne pas utiliser des végétaux potentiellement contaminés par des pesticides ou pollués, parce que dans ces cas-là, le phénomène de chaîne alimentaire peut aussi jouer dans le sens négatif. Voilà, et puis en vous plus, intoxiquer l'animal. voilà, et puis vos insectes, accessoirement, ils vont crever tous, puisque bon, si vous mettez quelque chose avec de l'insecticide dessus, et c'est très courant chez les végétaux, puisqu'ils les protègent justement des insectes, voilà, prenez du bio quoi, si vous faites ça. Vous faites pousser vous-même vos salades. Donc vous voyez, la chaîne, elle est assez chaude quoi, à réaliser. On va passer à la question de Mewin Svenia. Bonsoir, Bonsoir ça, Mewin. Je te laisse le redire. Bonsoir à toi. Bonsoir Mewin. Qui nous demande quel est le meilleur substrat pour du gecko léopard. On en a un petit peu parlé en amont. Bon bah vas-y Philippe, je te laisse répondre parce que moi on va croire que je suis à la fois juge et parti. Alors qu'on soit clair, je n'ai pas d'action dans la boutique, donc je parle d'autant plus librement. Honnêtement, le desert bedding, j'ai utilisé aussi pour des herbes c'est vraiment un substrat de bonne qualité. Il a un intérêt, c'est qu'il évite la surconsommation de substrat qui est un des problèmes récurrents avec le gecko léopard et en même temps tout à fait adapté à son biotope. D'accord. On se voit après pour Et et voilà, donc voilà, c'est un utilisateur qui vous en parle, toute blague à part. Voilà, mais je veux dire, les bons produits, les gens en parlent et nous aussi, si c'était un produit tout pourri, je vous en parlerai pas dans Airpower. Et Airpower, nous on est intègre, bordel de merde. On est intègre. Question suivante. On passe à une question de quelqu'un qui a un nom aussi facile à prononcer, donc Antellus de Val d'Or. Ah ouais, Antellus, on le connaît, ouais. Salut Antellus, qui nous demande l'espérance de vie du gecko léopard. C'est vrai qu'on n'a pas trop évoqué le. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. C'est une bonne expérience de vie. en moyenne une quinzaine d'années, mais je sais qu'il y a Quel est le record ? il y a des records. Alors là, du col, je sais que ça avait dépassé largement les 20 ans. Ouais, j'ai déjà entendu ça. En tout cas, la moyenne, c'est une quinzaine d'années. Et je crois vraiment avoir entendu que plus de 20 ans, c'était possible. Et alors, en termes de fécondité, on a observé que les plus vieilles femelles, disons au-delà de 12 ans, commençaient à avoir une fécondité moins. Ouais, ça c'est assez classique chez tous les lézards. Hein. Autant chez les serpents, je vous l'ai déjà expliqué, une femelle python juste de 30 ans, elle peut faire une parfaite ponte fécondée nickel. Autant les femelles lézards, en général, les premières pontes sont toujours un petit peu pas terribles. Foirées. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas si vos premières pontes de gecko léopard ne sont pas bonnes. C'est logique. Bah, c'est normal, ouais. C'est le jeu. Voilà, c'est le jeu. Après, ça monte pas comme tout de ça, on arrive au summum, au pic de fécondité, 3 ans, 3-4 ans. 3-4 ans, et ensuite, plus elles vieillissent, plus ça chute. Voilà. Et ça, on peut l'appliquer à peu près tous les. À peu près à tous les lézards. Les varans, c'est la même, les pogonins, c'est pareil, Pareil, tous les le fait agamidae, de reproduire, moi je l'ai vu personnellement, le fait d'attendre à un certain âge, pas se dire, ah, mon animal a 1 an et demi, 2 ans, je peux le reproduire. Moi je sais que par exemple sur des pogonas que j'élève, j'ai attendu vraiment 4-5 ans sur certaines femelles et j'avais vraiment, c'était très très prolifique pour la première ponte. Donc, pour je tous pense les que ça lapis joue là, aussi d'attendre. ils peuvent avoir ça une va, maturité attention. sexuelle très jeune, Mais c'est pas toujours bon de les faire se reproduire jeunes, même Et- s'ils peuvent le faire. Et pareil, du coup, ça me fait penser à ce qu'on disait tout à l'heure, que les mâles pouvaient être matures à 5-6 mois. Si vous avez un couple ou un trio, faites aussi attention à ne pas les mettre trop jeunes ensemble pour pas que le mâle féconde trop vite la femelle ou soit vraiment embêtant avec sa femelle trop tôt. Ce qui peut être aussi néfaste. Parce qu'il est mort aussi pendant la alors, il y a. Oui, ils sont assez violents, ouais. C'est pas vraiment qu'ils s'aiment, effectivement. Mais en ce qui concerne les femelles, il y a un petit piège aussi que j'ai subi un jour. J'ai perdu des femelles parce que justement j'avais vraiment respecté cette précaution. J'avais attendu 2 ans. Et là, il y avait une femelle qui a fait une rétention d'ovocytes en fait. Ça Ce qui arrive fait aussi que j'ai mis souvent tout chez de les suite lézards. une autre femelle qui avait le même âge à l'accouplement. Et là, elle a produit des œufs fécondés. Et là, elle a Ouais, il faut pas non plus tomber dans l'excès inverse. T'as raison de la. Voilà, de le dire, parce elles ont qu'on besoin, voit aussi sur elles les ont geckos besoin après, d'évacuer les on voit œufs. sur Voilà, pas mal de elles ont lézards besoin de laisser qui parler leur ont cycle. besoin de reproduire. Ouais, exactement. Question suivante. On va passer à la question de Savannah Jasmin. Salut Savannah, qui nous suit tous les mois. C'est vraiment un Salut plaisir Savannah. qu'on va répondre à ta Et question. merci d'avoir participé au concours. Ouais, on a vu. Attention, à la fin de l'émission, on va donner le nom du gagnant. Restez bien avec nous.
Kylian nous dit, est-ce que tous les lézards peuvent pratiquer l'autotomie? Non. On en Pas a du deux, tout. en fait. Les varans, par exemple, ne pratiquent pas l'autotomie. Les pogonas, par exemple, ne pratiquent pas l'autotomie. Tu peux prendre ton pogona par la queue et le soulever par la queue, il n'y a aucun problème. Donc non, tous les lézards ne le pratiquent pas, et particulièrement les lézards qui se défendent avec leur queue, comme par exemple les varans, qui sont capables de donner des coups de queue pour faire fuir un agresseur. Eux, ils n'ont pas d'intérêt à faire de l'autotomie. Pas bon, bien sûr, le TJD non plus, mais Non, enfin si. si. En tout cas, elle repousse. Ouais, Et elle repousse, et il y a une petite spécialité qui est aussi, il y a aussi une petite, on va dire, variante dans l'autotomie. Il y a l'autotomie avec queue de repousse et l'autotomie sans queue de repousse. Par exemple, un gecko léopard va perdre sa queue, ça va repousser. Un gecko à crête, lui, il a une queue, il va perdre sa queue, elle ne va pas repousser. Mais son cousin, le Rhacodactylus auriculatus, lui, il va perdre sa queue, mais elle va repousser. Donc c'est assez marrant de voir au sein du même genre, Rhacodactylus, bon maintenant Corylophus et machin, mais bon on s'en fout, hein, c'est les Rhacodactylus. Voilà. En fait, il y a autotomie chez les deux, mais un ça repousse, l'autre pas du tout. Voilà. Ça c'est les mystères de la nature. Et ça doit avoir forcément une signification. Et on a aussi sur les gecko léopards la possibilité d'avoir plusieurs coupes en fait au niveau de la queue. Donc ils peuvent couper à la base, ils peuvent couper aussi au milieu. Donc on peut avoir différentes queues de repousse. Cool. Après toutes ces queues dans ta bouche, on peut passer à la question suivante. On avait donc du coup après une question de... Tu m'as perturbé. De Cassie Arasus. On reste dans le délire. Cassie Arasus. Pas mal. On continue. Ouais, voilà, on enchaîne. Merci Merci à toi, Cassie, Cassie Arasus. cette super blague. Et qui nous demande superposer deux geckos. On se reconcentrait sur ça. Superposer deux geckos. Donc en fait mettre deux terrariums sur une batterie quoi. Ah ouais, donc deux terrariums, pas deux geckos parce que tu Non, superposer. Ah non, mais toi, ça voilà. Ça continue là. Ah, ça continue. Qu'est-ce que tu veux superposer là? Oh. Donc si on met en batterie deux geckos. Bon, est-ce qu'on deux peut terrariums mettre en batterie qui deux continuent. geckos, voilà. Est-ce qu'on peut mettre en batterie deux terrariums, pas deux geckos? Bah deux terrariums, oui, deux geckos dans deux terrariums mis les uns sur les autres. Voilà, vache putain, ça veut rien dire. Bah si, si, alors, ça veut dire. est-ce qu'on peut mettre alors, en attends, si vous n'avez pas compris ce que je viens de dire, vous pouvez le noter dans les commentaires. On fera un décompte à la fin de la soirée. Et on verra qui fait ça derrière. Sans vouloir me le mettre à l'amende. Mais on pourrait superposer deux geckos. Mais non, je lis. Bon, après, je veux pas accabler Cassie, mais je lis ce qu'il a noté. Ah ouais, ok, c'est peut-être là. Alors là, il est en train de dire que c'est la faute de Cassie. C'est vrai que je en me fait, dédouane un petit peu. C'est vrai que c'est pas bien. Salaud. Alors, l'idée, c'est est-ce qu'on peut mettre deux terrariums l'un sur l'autre avec des geckos léopards dedans? Voilà, évidemment. Tu es beaucoup plus perspicace que moi dans ta phrase. J'essaie d'être clair. Oui. Donc voilà, évidemment, tu peux le faire. Donc en fait, il faut soit tu mets tes terrariums, si c'est des terrariums en verre, dans une étagère, soit si c'est des terrariums qui peuvent se superposer comme des terrariums en bois ou des terrariums en plastique type AirTech, tu peux les poser les uns sur les autres. Le tout, c'est de faire attention que ça soit bien stable, toujours, bien sécurisé, et que tout ce qui soit fil, les choses comme ça, tu aies bien prévu les passages pour que ça ne soit pas écrasé et qu'il n'y ait aucun risque au niveau de la sécurité et du feu. Alors non, en fait, j'avais vraiment rien compris. D'accord. Parce que j'ai eu la précision. J'ai eu la précision de Cassie. Si vous voulez, je peux lui balancer du sable dans les yeux. Voilà, je peux lui faire manger. Je peux lui faire manger. Non, mais je pense qu'en fait, avec lui. Non, alors en fait, il nous dit non. Ok. C'est pas ça ma question. C'est quoi ta question alors? C'est deux geckos dans le même terrarium. Oui. Ah, est-ce qu'on peut mettre deux geckos dans le même terrarium? Et en fait, il nous parle des odeurs. Est-ce que le mâle peut avoir. Est-ce que la femelle peut être dérangée par ce que le mâle peut. Les odeurs du mâle ou pas? Non, il peut être assez. Inversement. Il peut y avoir harcèlement sexuel, éventuellement, si au travail. Au travail, oui, et même en dehors du travail, ouais, même. Donc en fait, ce qu'il veut dire, c'est est-ce qu'on peut mettre un couple de geckos léopards ensemble? Exactement. Ah putain, tout ça pour ça quoi, tu vois? Bah oui, mais bon. D'accord. Ouais, génial. Bon, en fait, les amis. Donc en fait, la réponse, Philippe, est-ce qu'on peut mettre un couple de geckos léopards ensemble? Oui, mais si on voit que le mâle est très entreprenant et que la femelle commence à fatiguer, ça peut être une idée
de séparer, ou Voilà. rajouter une deuxième femelle. Dans ce cas-là, le mâle répartit son énergie utilement, et puis du coup... Exactement. Donc soit vous avez 2 terrariums pour pouvoir séparer votre couple, soit vous rajoutez des Un femelles. terrarium par-dessus. Vous rajoutez des femelles. Et personnellement, je préfère toujours l'idée de rajouter des femelles. Ouais, c'est mieux. Voilà, moi ça me correspond plus. On est d'accord. Bon, Non, mais je déconne. Non, mais si ma On va femme passer- regarde la Bible, je sais que c'est du connerie. Non, Elle est là. Regarde, tu vois sa tête, elle est pas contente. Je la vois. On peut continuer les questions Ouais, ça va, c'est bon. Non, parce que j'essaie de me remettre dans le truc, Vas-y. parce qu'apparemment on me critique. Vas-y, c'est bon. Il y a Maher Passion qui nous pose comme question si on donne du Repashy Grub Pie au... Ah, attends, parce que du coup ça bouge. Au gecko, doit-on le supplémenter en vitamines ou calcium comme pour les insectes? Ah non, pas du tout, parce que en fait, le Grub Pie de chez Repashy, en fait, c'est une formule spécifique pour les insectivores qui est faite à base de larves d'Hermesia qui a été réduite en farine et qui est mise dans cette formule. Donc en fait, la larve d'Hermesia, elle a un excellent rapport calcium-phosphore, il n'y a pas besoin de rajouter du calcium. Donc en fait, le Grub Pie, qui est pris assez bien par les gécoléopards, moi j'étais assez étonné de l'appétence que ça avait par rapport aux gécoléopards. Alors de temps en temps, quand ils connaissent pas, il faut le couper un peu en forme de verre et le bouger un peu comme si c'était un verre. Juste que ça les attire la première fois, après ils connaissent l'odeur et le goût et après ils vont le manger volontiers. Mais effectivement, il n'y a pas besoin. On a Marsupilami. Eh, salut Marsupilami. Salut Marsu. C'est vrai que tu nous suis toujours et ça fait Marsu, plaisir il d'avoir vient des nous gens. voir en boutique. Et voilà, tout, donc, exactement, un ouais, la dernière fois on a eu bonsoir, l'honneur d'être Marsu. rencontrés et on Ouais. était très contents, merci de venir vous voir, Merci, n'hésitez Marsu, pas à ouais. venir me voir et on vous remercie tous, parce qu'on remercie Marsu mais on en profite pour remercier tout le Tout le monde. monde. Vous êtes de plus en plus nombreux à participer et ça fait vraiment plaisir. Carrément. Et donc Marsu nous demande quelle est la taille d'un terra préconisé pour un harem, du coup dans le cas de Cass. Harem. Alors ça dépend de l'importance du harem, évidemment. Donc moi je dirais pour un trio dans les 60-45 Oui. et puis pour après dans un 90-45 on bien. peut mettre 5 individus, un mâle et 4 femelles. Oui, et puis en exploitant l'espace vital. Donc on peut Voilà. créer par exemple des petites niches verticales dans lesquelles chaque peut aller spécimen peut trouver trouver sa place. et là ça fonctionne bien. Excellent. Question suivante. La question suivante, on va passer à la question de... Alors attendez, je bug un peu. De Ico BZH. Bonsoir Ico. Salut Ico. Qui nous demande quelle est la durée d'incubation des œufs de gécoléopard. Ah, C'est vrai qu'on n'a pas ça trop- dé- Ah, il y a question- plein de trucs à dire, Ouais, vraiment, très que, bonne question. Alors ça Ico- dépend, ça dépasse. Je coupe 2 secondes. Ico, tu nous enverras tes coordonnées sur herbsword@gmail.com pour qu'on puisse t'envoyer un C'est t-shirt. pas Earthworm. Non, c'est vrai que je me suis trompé. Alors, il t'a donné une fausse adresse, il fait Non, toujours non, ça, comme ça, il envoie jamais les t-shirts, mon frère, quoi. Tu vois, alors moi, j'ai envie de t'offrir un t-shirt, parce que donc je vais te donner la bonne adresse. La bonne adresse, c'est reptiligne.herbsworld@gmail.com. Voilà. Et donc Ico, tu l'envoies sur cette adresse et moi je t'envoie un t-shirt. Ou pas. Mais, Super, alors l'incubation par Philippe Gérard. L'incubation, alors ça dépend, ça dépasse. C'est-à-dire que plus on incube chaud, moins ça dure. Donc évidemment, il y a une température maximale critique à ne pas dépasser, c'est-à-dire 32 degrés. Moyennant quoi, le minimum que j'ai observé, tu me diras ce que tu en penses toi, c'est 34 jours le plus court À une température haute. à une température haute. Donc favorisant en plus plutôt l'émergence des mâles. Alors ça, on va en Ensuite, reparler. on parlera. Finissons sur la température de Voilà. libération Ouais, et c'est après, intéressant. ouais, ça c'est super intéressant. Si on prend une température plus basse, donc par exemple 28, là on peut arriver jusqu'à 2 mois d'incubation. Voilà, C'est c'est ça, c'est ouais, les chiffres que ouais. j'avais relevés. Et on peut descendre jusqu'à 26 à peu près. 26, Ouais, voilà. 26 jusqu'à 32, 33. Après, au-dessus de 33, c'est l'état de. Voilà. donc, 33 là, c'est la famille royale d'Angleterre. Hein. Et C'est alors, pas des fois, gagné. ça arrive que ça se développe, mais Ouais. c'est pas très bien. Bon, alors voilà, donc l'idéal c'est 28 et à une température de 28, on est Bah, sur. Sur des plus de. Plutôt femelle. Plutôt femelle. Non, non, Plutôt femelle. bah donc. La température pivot, non, mais je c'est parlais en de- termes de temps temps, d'incubation. Attends, oui. Ouais, à peu près sur les 28, 2 mois. ouais, c'est de voir. 60 jours donc. 60. Voilà, alors. Pourquoi on parle de mâle, de femelle avec la température? Ah ah, parce que voilà, je voulais vous en parler. En fait, les gécoléopards, en fait, ils font partie des reptiles qu'on appelle TSD. Donc en fait, c'est l'abréviation de Temperature, sex, determination. voilà, temperature, sex, Merci determination. Philippe. En fait, ouais. En fait, dépend. Bref, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est un terme anglais qui veut dire qu'en fait, le sexe de l'animal va être déterminé
par la température d'incubation. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel comme phénomène. Ça se voit que chez les reptiles, je pense. Oui, parce que chez les mammifères, c'est dès la conception. Voilà, et chez les oiseaux, C'est les oiseaux, je sais pas. bon, à creuser. Mais en tout cas, chez les reptiles, certains reptiles ont cette faculté-là. Donc on le voit donc chez le gecko-léopard, donc certains lézards. C'est le cas chez les tortues. Oui, Donc voilà. mais C'est à le cas l'inverse, voilà, à l'inverse. pour le sexe. Voilà, c'est le cas chez les crocodiles. Oui. Voilà, mais c'est pas le cas chez les serpents, par exemple. Tout ce qui est boïdés, colubridés et tout ça, en fait, on va incuber à une température qui va nous permettre de faire sortir les bébés, qui va être bonne pour les embryons, le développement des embryons, mais ça, le sexe est déterminé génétiquement. Donc on peut avoir un ratio 50-50, on peut avoir plein de mâles et 2 femelles, on peut avoir que des mâles, que des femelles, voilà. Alors que c'est aussi un des points qui a fait que le gecko-léopard a été très populaire en captivité, c'est qu'on peut se dire, bah moi cette année, j'incube pour avoir que des femelles, ou majoritairement des femelles. Rendez-vous compte si on pouvait faire ça avec les varans. Par exemple, les varans ne sont pas dépendants, en fait, ils ne sont pas TSD comme on dit, quoi. Et donc ça, c'est quelque chose d'absolument fabuleux et de très intéressant chez le gecko-léopard. On peut déterminer le sexe grâce à la température d'incubation. C'est quand même la classe. C'est assez cool. On va passer à la Question question suivante. de Oxwatera. Donc salut Oxwatera. Salut Oxwatera. Qui nous demande combien existe-t-il de phases chez le gecko-léopard. Maintenant, aujourd'hui, Alors Philippe. Philippe, on compte sur toi. Oui, merci. Merci, vous me refilez la patate chaude. Non, Allez, j'en ai c'était- raconté c'était sur les pour potes. moi, alors. Ouais. Je dirais facilement une trentaine à l'heure actuelle, si on fait Toutes les combinaisons. toutes les combinaisons possibles. Putain, Oui. j'aurais dit plus, moi. Oui, bah, sachant qu'en plus, te mets deux. c'est évolutif, donc tous les ans. Tu peux toutes les combiner, je veux dire. toutes les combiner. Et maintenant, il y a par exemple une recherche de sujets mélaniques. Ouais. À l'époque, c'était plutôt la Ouais, on tendance voit à. les- on voit les Dark Knight, les Black Ouais, Knight, les d'accord. machins. Voilà, des geckos en fait qui sont tout noirs. Ouais. Donc c'est un peu comme chez tous les reptiles où il y a des mutations. À la base, il va y avoir des mutations de base, on va dire, qui vont arriver spontanément, des sujets exceptionnels qui naissent dans une portée ou qu'on trouve dans la nature, qui vont être développés en captivité par les éleveurs. Et après, il peut y avoir donc des combinaisons. Non mais vas-y, et n'aie pas honte, viens avec ton t-shirt. Tu sais, il est là, il essaie de ramper pour qu'on le voit pas, tu vois. Et si, il est là. Je voulais être discret Nico, mais avec toi ça marche. Non, avec moi c'est impossible. J'adore la On ne peut pas. Donc voilà, donc on va creuser le sujet Ouais. et on y répondra plus précisément. Mais vas-y, Sachant pour compléter, en dehors de la sélection opérée sur la couleur, il y a aussi des mutations qui ont été créées sur la taille, avec les giants et super giants. Et ça, c'est les Giants et Super Giants, ça venait d'où déjà? Ça venait États-Unis. Ouais, ça venait des États-Unis C'était les aussi. États-Unis. Ouais. C'était Ron Trumper. Hein. Principalement très peur. Ouais. Voilà, il y a un éleveur qui était très connu aux États-Unis qui s'appelait Ron Trumper. Il s'appelle toujours parce qu'il n'est pas mort. Ah oui. Il est toujours actif, je crois. Il a été un petit peu détrôné, entre guillemets, peut-être par de plus jeunes éleveurs depuis, non? Oh, il Ouais, il ça occupe reste une toujours le haut. référence, donc, hein. Ouais, c'est toujours une référence, voilà. Même Et les il gars avait qui sortent ces de formes Jaco, giants ça reste un- qui pouvaient atteindre Quasiment 30 Ouais, cm 30 pour les centimètres, balles. à peu près. 30 cm, c'est quand même Bah, balèze. ça c'est pas toi. Mais apparemment, les premiers giants et super giants avaient une longévité inférieure à la normale. D'accord. Ah, Donc c'est Alors, vrai. on avait sélectionné aussi. est-ce qu'il n'avait pas joué sur l'alimentation, des choses comme ça, qui font qu'à un moment ça réduit aussi la durée de vie de l'animal puisque vous le savez, souvent, je vous l'ai souvent dit dans les vidéos ou dans l'émission, en captivité, on a tendance à beaucoup trop nourrir ces animaux qui sont faits dans la nature pour en chier. Il faut lui dire les choses comme il faut. C'est pas pour rien qu'ils ont des réserves de graisse, des choses comme ça. Et nous, en captivité, voilà, ils n'ont pas de parasites. On est tout le temps en train de les blinder de nourriture. Dès qu'ils mangent pas, on est ils mangent pas et tout. Voilà. Alors que bon, dans la nature, c'est dur pour eux. Ils doivent chasser. Comme on dit, ils sont dans la nature. La nature, c'est quelque chose de très dur, de brutal, de violent, d'injuste. Donc voilà, on les nourrit en général trop en captivité. On va finir avec la question de Loïc le prêtre. On a encore du temps là, c'est Ouais, bon, on va vas-y, fais continuer. pas ton fonctionnaire. Ouais, non, je sais pas. Qui J'ai nous 20. demande en fait, lui, il est persuadé d'avoir gagné le jeu. Le jeu avec le substrat Desert Bedding. Et il nous demande que, en fait, lui, il pèse un certain poids. Et donc, est-ce qu'il peut utiliser Il est heavy quoi. Il nous demande si, avec tout le poids qu'il va gagner, il peut utiliser son substrat pour du Python Rébus. On sort du truc, mais on reste sur le Desert Bedding.
Alors, en toute sincérité, j'ai jamais utilisé ce genre de substrat pour du Réjus. Moi, je pense que vu les urines que ça fait et tout ça, pour moi, ça va sentir fort. Je n'utiliserai pas ça. Ce que je vous conseille, le mieux en fait avec le Python Réjus, franchement, de tout ce qu'on a essayé, c'est les éclats de coco, quoi. Le husk de coco, c'est top, c'est tropical, ça sent rien. Ça absorbe les urines d'une façon incroyable. Moi j'en ai dans mon appart avec des gros terrariums, avec des gros serpents dedans. Il n'y a pas d'odeur d'urine. En tout cas pas de serpent. Non, je déconne. Et ouais, ça va, je rigole chérie. Et donc ça absorbe vraiment super bien les odeurs. C'est un pH acide, donc en fait t'as pas de moisissure. Quand t'as de l'eau qui tombe et tout ça, ça ne pourrit jamais. Pas de moisissure, pas de champignons. Donc moi je resterai sur de l'éclat de coco et je viendrai chez Reptiline acheter plein de gecko léopard pour les mettre sur mon désert bedding ou des pogonas ou des varans aquaturistes. Du coup c'est bien parce que ça me fait rebondir sur la question de pas mal de gens sur Facebook qui nous Ouais. demandent est-ce qu'on vend les gecko léopard qu'on a présentés et est-ce qu'on en vend sur le Bien sûr qu'on les vend. Et ce qui me fait plaisir à la fois que vous ayez remarqué à quel point on avait des beaux gecko léopard et ce qui me donne envie de taper sur Dimitri. Parce que je me dis, mais comment ça se fait qu'on ait ces beaux gecko léopard et que personne soit au courant alors que c'est ton taf. C'est mon métier. Voilà. Donc vous pourrez voir dans les prochaines semaines une mise à jour de notre site reptiling.fr. Voilà. Et vous Et trouverez ainsi tous qu'une nos photo, gecko léopard. et ainsi Et des qu'une photos photo de chaque individu. des fesses de Dimitri flagellées par mes soins. Ouais, on verra plus tard. Mais vraiment en MP quoi. Hein, ça sera pas trop diffusé. Pour les gagnants du prochain concours. Voilà, ouais, ça peut être, on verra, on va y réfléchir. Alors, est-ce qu'on avait d'autres questions? Après, on nous a parlé des insectes congelés. Je fais un peu ça en vrac. Ouais, non, mais vas-y, un sac congelé, non, mais fais ça correctement plutôt. Alors, je vais faire ça correctement. Non, mais en fait, ça bouge tout le temps. Ah oui, c'est le principe de Facebook, c'est le principe du live. Tu veux qu'on ait que 2 mecs qui nous regardent et ah, c'est cool. On reste avec Ico BZH. Ah, Ico BZH, il balance Donc, des qui nous bonnes demande questions. si on peut donner des insectes congelés. Franchement, moi, j'ai jamais fait. Non, j'ai jamais fait. Moi non plus, j'ai jamais fait. Mais clairement, à une époque, il y Apparemment, on a avait. déjà vu sur des sites internet. Il y avait The Med et tout ça. Bah, Oui. clairement, si on peut donner des rongeurs congelés, clairement, on peut donner des insectes congelés, mais il faut les faire bouger peut-être pour apprendre aux animaux à manger des insectes inertes ou qu'on ferait bouger artificiellement. Bon, après, la question qu'on peut se poser, c'est la valeur nutritive des insectes parce qu'en fait, comment on sait qu'avant de les congeler, ils les ont bien nourris? Moi, c'est ça que, voilà, quand tu reçois tes insectes vivants, tu les as nourris, tu sais que tu les as bien nourris. Quand tu reçois tes insectes morts congelés, est-ce que le mec, ils ont crevé de faim avant ou est-ce qu'il les a bien nourris? Est-ce qu'il leur a donné de la merde à bouffer? T'en sais rien. Aucune garantie. Donc, moi, je trouve que ça serait pas top au niveau du suivi. Tu sais, t'es pas sûr de la garantie, à moins que le gars, voilà, il puisse te garantir, mais bon, tu t'auras que sa parole. Moi, c'est le seul bémol que je vois au truc. Ce qui y a pas, c'est pas un problème sur des rongeurs congelés, par exemple. Bon, on se moque de moi encore sur Facebook. Ah, c'est cool, j'aime bien Non, ça. Du coup, t'as poussé tout le monde à se foutre de ma gueule. Là, on me Super. demande de me lever parce qu'on a l'impression que je suis en sous-titre derrière moi. Vas-y, tu peux te lever. Alors, il va se lever. Mais non, regarde, c'est Cannibal Cass. C'est pas en sous-titre. Mais il a montré ses tétons. Sexy. Voilà, il est sexy. Voilà. Il est sexy. Et encore, je vous ai pas montré mes fesses. And 70, ouais, vous avez pas vu son string Léo par les C'est ça. abusé. Du coup, je remercie Praline pour cette, Merci pour Pralina. cette petite blague. Et qui nous a aussi demandé, donc qui s'impatiente à savoir qui a gagné le concours. Ouais, t'inquiète, ça arrive, c'est bon, 5 Ça minutes, arrive, ça ça va, on arrive. est bien. Et qui nous Regarde, a demandé, voilà, cool. Praline nous demande à quand une émission sur les Corelophus ciliatus. Mais bientôt, à la rentrée, probablement. Après, si vous avez des propositions, pareil, n'hésitez pas à nous envoyer Ouais, sur demandez, Facebook. nous on est Après, là va pour trier ça, avec pour le vous faire nombre plaisir. de demandes suivant Mais les bien espèces, sûr, mais et de puis toute on façon, fera des émissions. je vous cache pas que j'y avais fortement pensé parce que c'est un lézard qui est génial, qui est spectaculaire. En plus, j'ai une certaine histoire avec ces lézards que j'adore. Je connais très bien Alan Repachi et c'est lui qui m'a présenté ces lézards la première fois de ma vie il y a fort longtemps. Donc voilà. On a Laurine qui fait partie de l'équipe qui est une grosse fana et je pense qu'on pourra la faire venir dans l'émission pour nous parler. Voilà, des geckos à crête parce qu'elle adore ça, elle en a élevé énormément, elle en élève toujours et elle s'est beaucoup investie, elle a élevé plusieurs espèces assez rares. Parce que il y a le gecko à crête, mais dans la famille, dans le genre Rhacodactylus, qui était
genre à l'époque. Il y avait donc il y a le Lycianus qui est un des plus gros geckos, voire le plus gros gecko du monde, je pense. Officiellement, oui. Officiellement le plus gros gecko du monde, qui est spectaculaire et qui est incroyable. Il y a plein de choses à dire sur lui. Il y a aussi donc le Rhacodactylus auriculatus, le gecko gargouille, qui est moins connu, que moi j'adore. Vraiment, j'en ai élevé, on en avait 200 à une époque. C'est excellent, plein de couleurs, avec des petites aspérités sur la tête, c'est excellent. Et Rhacodactylus chawa aussi, qui est moins connu, que Laurine, qui est plus rare, que Laurine a élevé aussi, qui est super intéressant. Donc oui, on va faire une émission dès la rentrée. Vous allez voir, on a des programmes, on a des super invités, un programme super chargé. Donc on va finir par une dernière question et enfin vous allez savoir qui est le gagnant de notre grand concours. Alors on va finir avec Marc Koenig. Salut Marc. Ah Marc, il était là tout à l'heure d'ailleurs, tu le connais Marc. Et qui lui nous demande quels seraient les meilleurs aliments pour les grillons afin de transmettre cela au gecko. Et bah et c'est une question récurrente en plus. Donc, Alors, on va vous montrer les produits qu'il faut. Alors, en attendant, Philippe va expliquer ce qu'on peut le donner naturellement, Oui. enfin, comme aliment. Qui passe très très bien avec les grillons, c'est Reviens avec tout ton- ce qui est pissenlit, Ah mais il se méfie de toi. trèfle, Ah, il a peur. Bah oui, il a peur. plantain, ce sont des végétaux qu'on trouve absolument partout, donc toujours en faisant gaffe de les prélever dans des endroits non pollués, pas près des champs, pas près des routes, etc. Finalement, tous les végétaux qui ont un bon rapport au calcium phosphore qu'on donnerait à des tortues ou des pogonins. C'est exactement le même principe, absolument. On peut rajouter aussi les granulés pour chevaux, c'est tout bête, mais c'est en fait constitué de luzerne. Donc du coup, Ouais, ça en a un termes d'apport, calcium c'est phosphore bien. qui est excellent. Et puis maintenant, au lieu de s'embêter avec des... Voilà, il y a des gens comme Alan Repachi, dont je vous parlais, qui est un excellent éleveur de lézards et de reptiles en règle générale, amphibiens, a mis au point ses produits. Donc, alors, c'est un mec qui a beaucoup d'humour aussi. Alors, il a appelé ça le Bug Burger, parce que c'est un Américain, il aime les burgers et il est fun. Donc, le Bug Burger, c'est une nourriture en poudre qu'on mélange avec de l'eau bouillante. On la met au frigo une fois qu'on a fait la préparation et ça fait un flan. Et ce flan, on va le donner aux grillons et aux blattes. Et en fait, ils vont le manger et à la fois, ça va les nourrir et les abreuver. Donc ça, c'est un super produit. Et si vous voulez vraiment enrichir à mort vos insectes juste avant, 24 heures avant de les donner. Donc ça, c'est pour les nourrir tout le temps. Mais ça, 24 heures avant, c'est le super load. Donc ça va être super chargeur en fait. Et ça va les enrichir en minéraux, en calcium, en vitamines, etc. Et ils vont être vraiment super riches pour avoir des super lézards en super voilà. Franchement, j'arrête tout de suite tous les mecs qui vont dire ouais, il va encore nous vendre des produits, machin et tout. Non, si je vous les montre, c'est parce que j'y crois à fond. Le mec qui les a mis au point, c'est un vrai éleveur, c'est vraiment un génie de la terrariophilie et c'est vraiment des produits que nous on utilise vraiment en perso et tout ça. Et c'est pas de la poudre de perlimpinpin avec une étiquette sympa quoi. C'est vraiment des bons produits. Voilà, donc on va terminer là-dessus et merci Marc de nous avoir regardé hein. Merci, Et Marc. n'hésite pas à faire repousser ta moustache. Je sais que voilà, hein, ça me fait bizarre quand tu viens sans ta moustache. Petit aparté. Hein, et moustache gracias comme on dit chez Okoma. Donc on va finir là-dessus et je sais que vous l'attendez tous. Attention, attention, yeah, attention, je fais de la musique. Oh là putain, ça craint. Oh la vache, c'est désaccordé là, qu'est-ce qui se passe? Ah voilà. C'est le jeu concours, le résultat c'est maintenant. Pas mal ce petit jingle. Donc on va commencer par le numéro 3. Parce qu'on Alors voilà. on vous a prévu des lots de consolation. Non mais voilà, on est hyper sympa et on se dit putain ils ont tous participé Ouais, à vous fond. avez super bien Et participé. en fait c'est vous cool. avez fait des super photos, on a eu hyper du mal à choisir le gagnant et tout ça. Donc du coup on s'est dit bon, allez, on en fait gagner un et après on fait aussi la médaille d'or, on fait la médaille de bronze et la médaille d'argent. Donc C'est pas tout à fait le bon ordre, mais ouais c'est vrai putain, c'est ça pas va. grave, c'est pas grave. Non, mais je me Salaud. venge. Il se venge en fait. Donc on va commencer par la médaille de bronze. Par la médaille de bronze, le numéro 3. Numéro 3. Numéro 3, donc c'est Nono Turtles. Nono Turtle qui nous a fait une super photo avec son énorme sulcata. Bravo Nono, putain. Donc Nono avec sa sulcata, c'était quand même 162 kilos. Ouais, t'avais chargé la mule, mon Donc là, salaud. on avait le plus gros animal qui était posté en commentaire. Voilà.
Donc on était obligés. Donc bravo Nono. Voilà, merci à toi surtout. Tu n'as pas gagné ces 162 kilos parce que tu n'es pas le premier. Qu'est-ce qu'il gagne? Donc tu as gagné un sac de 20 kilos de desert bedding de la couleur de ton choix. Tu nous diras quelle Donc couleur ça faudra nous dire en MP ou sur l'adresse que Nico va répéter. Alors l'adresse, donc c'est reptiline.herbsworld@ ou arrobas comme on dit en France, gmail.com. Donc la médaille d'argent. On passe au numéro 2. Donc, le numéro 2, on a Kelly Willard. Donc, Kelly, bravo, merci bravo d'avoir à toi. participé. Et ça nous a fait plaisir, bien plaisir Ouais, de on a voir eu des des filles filles et parce tout, que et voilà, on était contents il faut avec Kelly, plus de filles dans la terrariophilie quoi. Vous êtes toujours, j'allais dire bonne, mais j'avais peur que ça soit mal interprété, mais en fait vous êtes talentueuse en terrariophilie C'est mieux. en général, voilà. Donc venez faire de la terrariophilie, on en a marre d'être avec des poilus. Et donc Kelly qui nous avait envoyé une belle photo avec son caméléon. Exactement, merci Kelly. On passe au numéro 1. Et numéro 1. Elle gagne quoi? Qui a... Alors, Oui, Kelly, qu'est-ce bah, qu'elle pareil, tu gagnes 20 kilos de desert bedding offert par Reptiline et Lucky Reptile et tu pourras choisir la couleur. Et pour ta deuxième place, il y aura une petite surprise en plus. Et une petite surprise en plus parce que C'est ça. Dimitri, c'est un peu dans Juan de la Noche. Exactement. Et donc on passe au numéro. Les chapeautés. Oui, j'ai tué le chapeauté. Il est les chapeautés. Bon, on continue. Ouais, vas-y. Et alors le gagnant, Le vous l'attendez numéro tous, qui c'est? Qui c'est qui a gagné? Ils sont plusieurs. Ils sont plusieurs. Alors, faut que je me concentre. C'est toute une famille. C'est toute une famille. Et c'est la famille Longereux-Garet. Donc Sébastien, en l'occurrence, qui est le Sébastien patriarche et toute sa de cette famille qui avait, il avait Ouais, quand et ça même nous a fait vraiment plaisir de voir toute une famille posée avec tous ces animaux, une famille. tous ces reptiles. voilà, une famille terrariophile. C'est ça. Et donc on a choisi de vous récompenser. Bravo à vous. Et vous avez gagné votre poids en desert bedding. Vous devez choisir la couleur maintenant. Oui, choisissez la couleur, donc tout ça, vous l'indiquez par message. Sur Facebook, Sur Facebook, MP, voilà, Reptiline, sur Gmail et quoi que ce soit. Donc voilà, on va bientôt vous quitter et on voudrait remercier chaleureusement Ouais, Philippe merci Gérard Philippe, qui merci a à vous. été excellent ce soir avec nous. Avec Et qui on a passé une très bonne vraiment, soirée. on a passé une super bonne soirée. On s'est bien marré, on a appris plein de trucs comme d'habitude dans Airworld. Et on vous dit plusieurs choses. Si vous aimez les lézards, vous avez suivi cette émission, c'est que vous aimez les lézards plutôt. Donc, le mois prochain, c'est le mois de septembre. Le mois de septembre, on a notre grand événement, c'est notre premier Lizard Day. Le week-end du lézard. l'événement du Yes. mois de Voilà, le septembre. 21 et 22 septembre au magasin à Gazeran. Il va y avoir un bloc de lézards, il va y avoir plein de gens comme Philippe, sûrement qui va nous rendre visite, plein de grands connaisseurs au niveau des lézards. Il va y avoir Max Pogo qui va être avec nous, Ouais, il va y avoir un plein de intervenant et surprises. tout, ouais. Donc restez au courant, on va mettre des choses sur Facebook pour présenter l'événement. Il va toujours y avoir un nouveau visuel avec des t-shirts collector à gagner, des promos. Sur les animaux, il va y avoir des animaux assez exceptionnels, des petites surprises, de la boisson, de la bonne humeur, donc ça va être super cool et génial. Donc voilà, notez bien dans votre agenda le Ouais, on 21 vous et attend 22 tous, hein. septembre à Gazeran. Donc on tenait aussi à remercier tous ceux qui nous suivent sur cette émission, aussi sur la chaîne YouTube. On a pratiquement 20 000 abonnés maintenant. Donc ça c'est vraiment cool et merci à tous ceux qui ont regardé le reportage qu'on a fait à Croco Park avec Doud qui a filmé, merci beaucoup. Et mon surtout, pote Stormy qui a fait le montage. Merci à Luc de nous avoir accueillis. C'est pas dit qu'on n'y retourne pas pour vous faire une deuxième partie de cette mission Croco Park. Et donc on vous donne rendez-vous pour le prochain Airworld le 5 septembre, jeudi 5 septembre. Et en attendant, Dimitri, moi j'ai envie de dire, je pense que tu es prêt. Est-ce que tu es prêt? 1, 2, 3, 4.